À l'ordre, s'il vous plaît. Alors, ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des Transports et de l'Environnement ouverte. La Commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi 61, loi édictant la loi sur Mobilité Infra Québec et modifiant certaines dispositions relatives au transport collectif. Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, Camille Lorrain est remplacé par Monsieur Arsenault et de la Madeleine. Merci, Madame la secrétaire. Alors, lors de l'ajournement de nos travaux, hier, nous étions à l'étude d'un amendement présenté par le député de Tachereau à l'article 4 de la loi édictée. Monsieur le député Denis Ligan, vous avez une autre intervention à faire ou donner suite à votre intervention d'hier. Vous disposez de 7 minutes 25 secondes. 7 minutes 25 secondes. Merci, Monsieur le Président. On va juste remettre l'amendement, comme ça va me rafraîchir la mémoire. Du moment qu'on commence en après-midi, un jeudi, après une très bonne semaine. Je pense qu'on peut descendre en bas. Mais je pense que vous avez dit le député de la Madeleine, le député Tachereau qui a déposé. Non, c'est ça? C'est l'amendement du député de Tachereau, mais c'est bien le député Denis Ligan qui... Oui, non, mais j'ai cru comprendre que c'est l'amendement du député des îles de la Madeleine, probablement juste moi qui a mal entendu, mais c'est bon. Donc, on est bien sur l'amendement de mon collègue député de Tachereau d'hier. Oui. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci. Donc, vous m'avez dit quoi? 17 minutes? OK, merci. Bon, on va avoir un grand plaisir. Écoutez, je sais que Madame la ministre aime écouter ce que je dis en commission parlementaire, elle qui est multitâche. Donc, bonjour, chers collègues. Très heureux de vous revoir en ce début d'après-midi. J'espère que vous avez avec vous vos cafés. Vous êtes prêts à recommencer l'étude détaillée d'un important projet de loi qui va créer une autre agence gouvernementale, cette fois-ci l'agence Mobilité Infra Québec. Et je vois que le député de Masson, comme à son habitude, très prêt avec la liste des articles aux appels au règlement. Il est prêt, Monsieur le Président. Mais maintenant, permettez-moi de revenir. L'article 4, OK, monsieur le député. Je pense que Monsieur le Président va nous arrêter. Donc, il faut l'aider. Donc, Monsieur le Président, écoutez, hier, j'ai commencé à parler, de l'ajout de l'amendement de mon collègue, le député de Tachereau. Et ce qu'on s'est dit, c'est que l'article 4 parle de la mission principale de Mobilité Infra Québec. Mobilité Infra Québec, qui a pour mission principale d'effectuer dans une perspective de mobilité durable, lorsque le gouvernement lui en confie la responsabilité, l'analyse d'opportunités, la planification ou la réalisation de projets complexes de transport. On ne va pas refaire le débat sur la mission principale, parce qu'on l'a dit hier et malheureusement, on n'a pas pu convaincre le gouvernement par rapport à la définition des projets complexes de transport collectif. Mais le collègue de Tachereau a ramené un point, et ce point, il est quand même important, et c'est en relation avec les consultations que nous avons eues. Et les consultations que nous avons eues parlaient beaucoup du rôle des sociétés de transport et l'importance. Et vous avez vu, Monsieur le Président, la dernière année, les enjeux que nous avons eus avec les sociétés de transport qui nous disaient que ce soit en maintien d'actifs, que ce soit au niveau de l'électrification du transport, ils ont énormément d'enjeux. Et ce qu'on ne voulait pas, c'est que Mobilité Infra Québec puisse faire des projets qui rentrent dans le champ de compétences des sociétés de transport. Et c'est pour cela que l'ajout de cet amendement, c'est un sous-amendement, encore une fois, l'ajout de ce sous-amendement, excluant les projets opérationnels en lien, c'est un sous-amendement. C'est un amendement, voilà. Le député de Masson, je vous ai dit, Monsieur le Président, il le suit très bien. Donc, c'est un amendement et avec raison, je lui donne. Il a raison de dire que c'est un amendement. C'est très bien. Donc, à l'ajout de cet amendement, ça vient un peu confirmer que Mobilité Infra Québec n'a pas intérêt, et ce n'est pas dans sa mission principale, aller
jouer dans les projets opérationnels en lien avec les activités des sociétés de transport. Donc, c'est ça que je lis entre les lignes dans le cadre de cet amendement, Monsieur le Président, ni dans l'agrandissement ou la construction de garages. Et ça, on le sait. La plupart des sociétés de transport que j'ai eu l'occasion de visiter, que ce soit à Montréal, à Laval, Longueuil, même en Outaouais, j'ai eu une rencontre avec les gens de Québec. Ils ont leur projet de développement, ils ont leur projet d'agrandissement, de construction de garages, ils ont leur plan de planification. Ils ont aussi des enjeux avec le maintien d'actifs. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. On l'a vu avec la Société de transport de Montréal. Les enjeux qu'ils ont eus avec la ligne bleue, où ils étaient obligés de fermer 3 stations, ils ont réouvert 2, une il est fermée encore, et on a vu le déficit au maintien d'actifs qui se chiffre à plusieurs millions de dollars. Je pense que pour arriver à le mettre à jour, on parle d'un demi-milliard, 500 millions de dollars, et ils ne mettent même pas 250 millions de dollars. Donc ça, c'est par rapport au maintien d'actifs, développement ou l'amélioration du système de transport intelligent au corps des opérations des sociétés. Encore une fois, le collègue ramène cet aspect parce qu'on ne peut pas aller... le rôle de mobilité infra-Québec ne peut pas être d'aller jouer un peu ou aller être l'opérateur en ce qui concerne les systèmes de transport intelligents ou bien les systèmes de gestion de parc. Donc, et c'est là où ça devient mêlant pour les gens. Est-ce que demain, Mobilité Infra-Québec, Monsieur le Président, au niveau de sa mission, va être obligé d'aller faire des projets opérationnels avec les sociétés de transport? On le voit, Madame la ministre n'arrête pas de le rappeler, il ne voulait pas exclure d'autres projets de transport de la mission de Mobilité Infra-Québec. Ça laisse un peu l'opportunité à Mobilité Infra-Québec de faire autre chose que le transport collectif, mais on sait aussi que le plan structurant de l'Est, c'est quelque chose que Mobilité Infra-Québec risque d'avoir comme tâche à effectuer. Mais quand je vois le PSE, là où il est rendu, avec l'ensemble des travaux de la RTM, je me demande c'est quoi le rôle de Mobilité Infra-Québec dans ce sens. Et c'est là, Monsieur le Président, que on voulait vraiment clarifier, le tout. Et c'est pour cela que je pense que l'amendement tel que proposé par mon collègue vient clarifier et délimiter le rôle de Mobilité Infra-Québec. Et on s'entend, on ne partage pas la définition de projet complexe de transport parce qu'on voulait que ce soit projet complexe de transport collectif. On s'est battu pour ça, mais malheureusement, le gouvernement a battu un peu notre amendement et on revient à la définition de base que le gouvernement propose avec une mission principale d'effectuer dans une perspective de mobilité durable, l'analyse d'opportunité, la planification et la réalisation de projets complexes de transport. Mais ça reste très, très vague comme mission. Et c'est là où nous, on se demande si on veut, et la réalité veut que le gouvernement crée une agence pour faire des choses qu'on ne fait pas présentement. On a un enjeu de compétences par rapport à la mobilité durable ou par rapport au transport collectif. Il faut que ça soit clair et énuméré. Le problème, Monsieur le Président, sur la place publique, quand tu dis que tu as un enjeu, pas avec les routes ou les autoroutes, mais tu as un enjeu avec le transport collectif, mais tu as beaucoup de sociétés de transport. Et c'est là où la question se pose. Demain, sur n'importe quel territoire, Mobilité Infra-Québec aimerait développer un projet de mobilité, mais si la société de transport sur un territoire bien déterminé est impliquée déjà, est-ce qu'on n'est pas en train de dédoubler les rôles? Ou bien est-ce que le gouvernement va tout faire et par la suite, il va travailler avec les sociétés de transport? On ne le sait pas. Et c'est pour cela que c'est important au tout début,
de valider, Monsieur le Président, la mission, d'être plus clair au niveau de la mission principale de Mobilité Infra-Québec. Et quand on parle des projets opérationnels en lien avec les activités des sociétés de transport, j'ai beaucoup utilisé le passage en commission parlementaire de la Société de transport de l'Outaouais, qui, eux, disaient clairement qu'ils n'avaient pas besoin de Mobilité Infra-Québec. Je l'utilise souvent, parce que pour moi, c'est l'exemple parfait. Donc, ils étaient capables de travailler eux-mêmes avec leur bureau de projet. Ils ont recruté ce qu'ils voulaient recruter. Les projets avancent, mais ils ont un enjeu. L'enjeu qui est l'enjeu de partout, y compris dans la francisation aujourd'hui, c'est qu'on a un gouvernement en face qui n'a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. L'impression que le député de Masson ne partage pas mon point de vue, mais il y a des fermetures dans les classes de francisation un peu partout. Donc, quand je vois qu'il y a des enjeux au niveau de la construction des garages pour l'électrification de transport ou l'agrandissement des garages, quand je vois le plan ambitieux pour l'électrification du transport, on parle de plusieurs milliards, 10 ou 13, et que le gouvernement n'a pas planifié plus que 3 ou 4 milliards de dollars. Donc, il y a des questions qui se posent, Monsieur le Président, et on le voit, d'où l'importance de bien cerner la mission principale de Mobilité Infra-Québec. Parce qu'on ne veut pas que ça soit une mission très large, et au bout de la ligne, on arrive à ce qu'on a un dédoublement. Un dédoublement avec le ministère du Transport, et ça on l'a expliqué hier. Les projets complexes de transport devraient être transport collectif au niveau de Mobilité Infra-Québec. On ne peut pas commencer à penser que Mobilité Infra-Québec doit tout faire. Il y a déjà un ministère, sinon on dédouble les choses. 1. 2. Si on tombe dans des territoires de sociétés de transport, on ne peut pas continuer à faire ou bien espérer faire la même chose que les sociétés de transport, parce qu'ils le font déjà. Et c'est pour cela, moi, je suis pour l'amendement tel que proposé par mon collègue, qu'il faut exclure les projets opérationnels en lien avec les activités des sociétés de transport. Moi, je pense que c'est du bon sens. Comme disait quelqu'un, c'est du grand bon sens. Ce n'est pas une marque déposée, mais c'est du grand bon sens qu'il n'y a pas un mélange au niveau des missions. Je vous ai dit que la ministre, elle est multitâche. Je vous ai dit. C'était juste un test, mais je vous l'accorde, Madame la ministre. Vous m'impressionnez. Vous m'impressionnez, Madame la ministre. Je vous le dis, vous m'impressionnez. Donc, Monsieur le Président, encore une fois, c'est le grand bon sens qui doit nous guider dans nos travaux parlementaires. Et dans cet amendement, moi, je pense que le grand bon sens va l'emporter parce que je ne pense pas qu'on peut tout donner à Mobilité Infra-Québec et que la mission principale doit être vraiment s'occuper des projets, du transport collectif. Mais attention, parce qu'il y a déjà des sociétés de transport qui font déjà un travail exceptionnel, qui ont des équipes projets. D'ailleurs, j'attends, Monsieur le Président, je vais terminer, parce que oui, je termine. J'attends le coût de l'ensemble des bureaux de projet que j'ai demandé il y a quelques jours. Ça va nous aider à avancer très bien dans le cadre de ce projet de loi. Alors, Monsieur le Président, merci. Merci, Monsieur le député. Ceci conclut le temps alloué pour le débat sur l'amendement déposé par le député de Tachereau. Nous allons donc procéder à la mise aux voix. Par vote nominal, s'il vous plaît, Madame la secrétaire. Pour, contre, abstention, M. Grandmont-Tachereau. Pour. Mme Guilbeault-Louis-Hébert. Contre. M. Lemay-Masson. Contre. Mme Tardy-Laviolette-Saint-Maurice. Contre. M. Bernard Rouen-Noranda-Témiscamingue. Contre. Mme Grondin-Argenteuil. Contre. M. Desraginier-Ligan. Pour. M. Saint-Louis-Joliette. Abstention. Donc, l'amendement tel que déposé est rejeté. Ce qui nous amène à l'article 4. Donc, le temps restant pour les débats était... En fait, est-ce qu'il y a des interventions? Oui. Allez-y, Monsieur le député. Oui. Et, Monsieur le Président, hier, nous avons eu un échange extraordinaire avec Madame la ministre et ses équipes. Et je vais juste mettre le tout dans le contexte et on peut suspendre par la suite. Ça touche la qualité. Donc, Monsieur le Président, une courte suspension pour qu'on dépose un amendement. Je ne sais pas s'il est prêt. Et on va aller vite par rapport à cet amendement. Merci, Monsieur le député. Nous allons suspendre nos travaux. Merci.
Alors, la commission reprend ses travaux. Lorsque nous avons quitté, il y a eu... Monsieur le député, Madame la ministre, s'il vous plaît. Lorsque nous avons quitté avant la suspension, il y a eu dépôt d'un amendement déposé par le député Denis Ligan. Monsieur le député, je vous demanderai de lire votre amendement, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, l'article 1, article 4 de la loi sur mobilité infra-Québec, inséré dans le premier alinéa de l'article 4 tel qu'amendé de la loi sur mobilité infra-Québec proposé par l'article 1 du projet de loi et après perspective de qualité et perspective de qualité et. Juste, je vais me sortir l'article, s'il te plaît. Merci, Monsieur le député. Alors, y a-t-il des interventions? Oui, ça va être très court, Monsieur le Président, parce qu'on a eu quand même un échange hier par rapport à ça, mais juste pour mettre les gens dans le contexte, on est dans l'article 4 qui définit la mission, fonction et pouvoirs généraux de Mobilité Infra-Québec. Et après discussion avec les collègues de la partie gouvernementale, la ministre et les gens, les personnes qui l'accompagnent, ce qu'on voulait, c'est que la qualité puisse être aussi mentionnée dans la mission. Donc, tout ce qu'on fait, que ce soit les projets d'infrastructure, que ce soit la gestion des projets complexes de transport, c'est dans une perspective de qualité et c'est pour cela que l'article, une fois accepté et amendé, va être lu de la manière suivante. Mobilité Infra-Québec a pour mission principale d'effectuer dans une perspective de qualité et de mobilité durable. Donc, c'est ça qui va guider la mission de Mobilité Infra. Et pour nous, ce qu'on disait, Monsieur le Président, hier, c'est un texte fondateur. On ne peut pas, dans un texte fondateur qui fait l'énoncé d'une mission d'une nouvelle agence, ne pas parler de la qualité. Donc voilà. Donc, Monsieur le Président, je tiens juste à remercier l'équipe de Madame la ministre parce que nous, au début, on avait l'objectif de le mettre ailleurs, dans un autre endroit. Mais après discussion sur le fond de l'ajout, ils ont accepté l'ajout et je tiens à les remercier, Monsieur le Président. Donc voilà, c'est ce que je vous propose. Merci, Monsieur le député. Je cède maintenant la parole au député de Tachereau. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je trouve ça intéressant comme ajout, là, mais j'essaie juste de voir un peu qu'est-ce que seraient les avantages ou la plus-value d'ajouter un tel terme. Évidemment, j'imagine qu'au ministère des Transports ou dans Mobilité Infra-Québec, Madame la ministre envoie toujours le message à l'effet qu'elle veut des projets de qualité. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est nécessaire de l'indiquer en surplus. Donc, j'aimerais juste comprendre le raisonnement du côté de la partie gouvernementale pour accepter l'amendement proposé par mon collègue député Néligan. Oui, tout à fait. Bien, écoutez, je suis d'accord avec le député de Tachereau. C'est qu'on a eu une discussion en aparté, en dehors du micro de la commission là-dessus. Et plusieurs fois, je lui ai exactement dit ce que le député de Tachereau soulève en ce moment. Est-ce que ça ajoute quelque chose? Pour moi, c'est tellement immanent à n'importe quelle loi, d'ailleurs, que ce soit des lois de services publics, d'infrastructure, de n'importe quoi, la qualité devrait être inhérente à tout ce qui se fait au gouvernement. Mais après plusieurs échanges où le député de Néligan y tenait, en même temps, pour moi, ça ajoute rien parce que ça va de soi, mais lui semblait y tenir. Alors, tu sais, comme je suis une personne de compromis, très ouverte et surtout très collégiale, bien, j'ai accepté qu'on puisse trouver une façon de l'insérer d'une manière où tout le monde serait heureux. Alors, c'est pour ça que... J'imagine que c'est pour ça qu'il a bâti cet amendement-là et qu'il nous le propose aujourd'hui. Je ne sais pas pour juger de la qualité là, de l'amendement de notre collègue, mais est-ce que c'est pas à travers plutôt le mode d'approvisionnement qu'on va trouver les moyens d'avoir la qualité recherchée? Parce que, tu sais, on a souvent à discuter au Québec, c'est une espèce de discussion là, incessante, là, en fait, là, la loi du plus bas soumissionnaire, ce que ça amène comme enjeu en termes de qualité de ce qui est produit en termes de route, peu importe, tu sais, tout ce qu'on produit au Québec, en fait. Là. Et ce mode d'approvisionnement-là est justement modifié dans le PL 62. D'ailleurs, est-ce que ça a été sanctionné?
J'avais jamais, j'avais jamais fait le mélange, mais c'est très drôle. Mais est-ce que ça a été sanctionné, le PL 62? Pas encore, hein, je pense. Oui, il y a 3 Ça a été semaines. sanctionné? OK, parfait. Merci. Mais donc, c'est là-dedans qu'on voit, c'est dans le mode d'approvisionnement qu'on va juger ou en fait donner des critères qui touchent la qualité. Donc, est-ce que c'est pas plutôt là qu'on aurait dû avoir cet échange-là? Je sais pas, je me pose la question. Peut-être que... Oui, bien, selon ce que je comprends, je n'étais pas dans le fin détail de la commission du 62, mais le député de Néligan qui y était semblait dire qu'ils ont inséré le terme qualité dans le projet de loi 62, puis voulaient justement symétriquement le faire dans le 61. Moi, je jugeais, puis ce que je lui soulevais, toujours hors micro, là, je sais que c'est un peu bizarre peut-être, mais en tout cas, donc c'est ça ce que je lui soulevais, c'est que la qualité, puis la qualité aussi... La notion de qualité varie d'un projet à l'autre dans le sens où, pour moi, la qualité, c'est de faire évidemment un projet de qualité à chaque fois dans le sens qu'il y a un projet qui va être durable, qui va respecter des standards, etc. Mais c'est tellement variable d'un projet à l'autre. Qu'est-ce que la qualité pour un versus l'autre? On parlait hier d'acceptabilité sociale. Pour certains projets, l'acceptabilité sociale va être une grosse partie. Pour d'autres projets, il va y avoir peut-être des défis plus techniques, plus d'ingénierie, dépendant, par exemple, je sais pas, moi, un rail qui passerait dans un endroit particulier ou, tu sais, alors... Comme on va fonctionner par décret, chaque projet va être confié à Mobilité Infra-Québec par décret. Il va y avoir là-dedans un certain nombre de conditions, puis les paramètres du projet vont être définis, puis évidemment qu'on va s'attendre à ce qu'ils soient respectés, puis que le projet soit de qualité. C'est ça, c'est que pour moi, c'est tellement immanent. Le terme immanent, je pense, est le bon, que... Mais en même temps, ça n'enlève rien non plus de le mettre là. Puis, tu sais, de mettre le mot qualité quelque part dans le projet de loi, moi, je suis pas contre, parce que, comme je dis, pour moi, ça va tellement de soi. C'est un peu comme, je donnais l'exemple hier, c'est un peu comme si on disait que Mobilité Infra-Québec va respecter tous les autres lois et règlements par ailleurs au Québec. Tu sais, pour moi, c'est pas nécessaire de l'écrire là, mais c'est sûr que oui, tu sais. Alors, pour moi, c'était un peu similaire, mais s'ils l'ont fait dans le 62, j'ai rien contre le fait de le mettre dans le 61. Effectivement, là, sur des propositions d'amendement qui allaient dans le sens de respecter toutes les lois du Québec. C'était pas spécifiquement là-dessus, mais effectivement, là, je suis d'accord avec vous. Là, par contre, vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est que la notion de qualité, ça peut avoir des géométries variables. C'est pas perçu de la même façon par toutes les parties prenantes d'un projet, par exemple, ou même de la population qui va recevoir éventuellement ce projet-là. Donc, si on l'insère là, donc, Mobilité Infra pour mission principale d'effectuer dans une perspective, puis là, c'est là qu'on insère, dans une perspective de qualité et de mobilité durable, lorsque le gouvernement lui en confie la responsabilité, l'analyse d'opportunité, etc., etc. Donc, la qualité, là, elle est redevable à qui? Plus à Mobilité Infra-Québec ou au gouvernement qui confie à Mobilité Infra-Québec? Bien, aux deux, parce que le gouvernement va devoir tenir compte de la qualité de l'ouvrage qui va être éventuellement livré aux citoyens dans la confection du décret qui va passer au Conseil des ministres. Puis ensuite de ça, le PDG, les équipes de Mobilité Infra-Québec, puis le PDG aussi, lui, on va avoir des attentes envers lui. Tu sais, quand on va l'embaucher, une description d'emploi, il y a des choses nécessaires, tu sais, bon. Alors, et lui, son rendement et sa performance vont être évalués aussi sur notamment sa capacité à livrer des projets conformes à ce qui lui a été demandé et qui sont de qualité. Mais quand je dis que la qualité est relative, c'est tu peux pas dire, par exemple, aujourd'hui, pour nous, la qualité... Parce que pour moi, c'est important qu'on mette un mot dans une loi, on est capable de le définir et de comprendre exactement ce que ça veut dire, d'en évaluer la portée juridique, l'utilisation éventuelle ou l'interprétation éventuelle des tribunaux, puis ce à quoi ça expose le gouvernement qui va s'administrer avec cette loi-là. Donc, tu sais, pour ça, je dis, on met pas des mots pour mettre des mots, mais la qualité, pour moi, je l'ai dit, est immanente, puis ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait pas dire, par exemple, d'emblée, pour qu'un ouvrage soit de qualité, il faudrait systématiquement, tu sais, je sais pas, évidemment, il y a des choses de base, tu sais, qui respectent les parties prenantes, un peu ce qu'on disait, là, mais on peut pas aller trop loin dans des indicateurs de qualité trop concrets parce que d'un projet à l'autre, selon le territoire où on se trouve, selon le type de projet, il va y avoir des choses qui vont varier, qui sont pas transposables nécessairement dans chaque projet. Mais des idées générales de base, de respect de l'environnement, etc., c'est sûr que, bon, ça peut rentrer dans une notion de qualité qui est uniforme, disons. Donc, on pourrait parler une définition de qualité qui serait uniforme, mettons. Donc, on pourrait parler de qualité, par exemple, sur le choix des matériaux qui sont utilisés pour que ça soit durable dans le temps. Par exemple, nos routes, bon, qui durent apparemment pas si longtemps que ça comparativement à d'autres endroits dans le monde. Souvent, on compare souvent avec des endroits dans le monde où il fait chaud et il n'y a pas d'hiver. C'est souvent ça aussi. Mais bon, donc la qualité des matériaux qui sont utilisés, les qualités architecturales, par exemple, d'un pont ou c'est le pont qui me vient en tête parce qu'on
On a demandé, je pense, entre autres, au pont de l'île d'Orléans, là, où on a un pont à haubans, qui est quand même une signature architecturale intéressante aussi, là, de ce point de vue-là. La qualité au niveau de l'acceptabilité sociale, ça, je la vois peut-être un petit peu moins. Il y a la qualité au niveau de la mobilité durable. Ça, j'aimerais peut-être vous entendre par rapport à ça, parce que c'est le terme qui suit, en fait. Là. On l'insère spécifiquement juste avant mobilité durable. Et dans le fond, c'est quoi la qualité en mobilité durable pour vous? Juste pour voir si tout ça, finalement, a finalement du sens, là, avec le sens que veut donner notre collègue Denis Ligan. C'est-à-dire que juste pour revenir, parce que je vois moins la qualité avec l'acceptabilité sociale. Pour moi, puis encore là, la notion est difficile à définir parce que pas nécessairement uniforme, mais pour moi, un ouvrage qui va avoir été livré et réalisé et implanté d'une manière où ça va être le mieux accueilli possible et le plus, je cherche un mot, là, hospitalier possible par rapport aux citoyens, par rapport au développement, par rapport aux gens qui habitent autour, aux industries qui se développent autour, etc. Pour moi, ça fait partie de la qualité, mais encore là, c'est à très haut niveau. Puis là, dans le fond, avec l'amendement qui est là, la manière dont la phrase va se lire, c'est « Mobilité Infra-Québec a pour mission principale d'effectuer dans une perspective de qualité et de mobilité durable. » Donc, c'est les deux choses. C'est comme deux compléments du nom distinct. Ils sont complémentaires, mais en même temps, ils peuvent à la limite se recouper, évidemment. Là. Quand on parle de projet de qualité en mobilité durable, qu'est-ce qu'on voudrait aller chercher comme type de... Encore une fois, je sais qu'on ne voudra pas trop le quantifier non plus, puis le cerner, là, selon ce que vous avez dit tantôt, mais qu'est-ce qui fait qu'un projet de mobilité durable va être de qualité? Non, mais c'est parce que la phrase, je ne sais pas si on ne pourra pas l'afficher. La phrase, c'est « dans une perspective de qualité et de mobilité durable ». Donc, c'est dans une perspective de qualité, une chose dont on vient de parler, et aussi dans une perspective de mobilité durable. Qualité et mobilité durable. Ils sont mutuellement exclusifs. Bien, c'est pas qu'ils sont mutuellement exclusifs, mais il faut comprendre la manière dont la phrase est construite. C'est deux compléments du nom distinct qui se rapportent au nom perspective. Okay. Donc, autrement dit, mettons, on n'ajouterait pas qualité, là. La phrase, ce serait « dans une perspective de mobilité durable ». Ça, ce sens-là est préservé, même si on ajoute un autre complément du nom, parce que les deux compléments du nom sont séparés par une conjonction de coordination. Mm-hmm. Mais je ne sais pas si notre collègue de Néligan, c'est la vision. Je ne suis pas quelqu'un qui est on vient dans les cours. Non, mais c'est parce que c'est différent que de si on avait dit dans une perspective de qualité de mobilité durable. Là, si on avait mis une préposition. Tu sais? En tout cas, peut-être c'est pas clair mes explications. Sans doute que c'est pas nécessairement clair mes explications, malgré un choix de termes très précis, mais tu sais, l'idée, c'est que c'est une perspective la perspective de mobilité durable. Encore là, ça va de soi aussi parce qu'on est dans une agence qui va faire du transport collectif d'envergure. Donc, on est en pleine mobilité durable. Fait que même ça, on pourrait dire, à la limite, ça va de soi, mais on l'a mis quand même. C'est pour ça que moi, ça ne me dérange pas aussi d'ajouter qualité, qui va de soi aussi pour moi. Vous abordez le sujet. Est-ce que vous pouvez me définir ce que c'est pour vous la mobilité durable? Bien là, la mobilité durable, on a une définition dans notre politique de mobilité durable. Première page de droite. Parfait. Puis ça dit quoi? Ben non, mais c'est de s'assurer de la capacité de pouvoir déplacer des personnes d'un point A à un point B. Là, j'ai pas la définition par cœur. Là, on peut la regarder dans le dictionnaire. Je vais vous poser la question autrement. Est-ce qu'une autoroute, ça peut être la mobilité durable? Bien, moi, je pense que oui. Dans un contexte où tu as besoin de relier des régions par la manière la plus efficace possible pour s'assurer que les marchandises et les personnes peuvent se déplacer, oui. Absolument. Ça, vous avez raison. Parce que selon la définition du ministère des Transports et de la Mobilité durable, une autoroute, ça sert à faire des déplacements entre bien oui, il faut que les gens puissent se déplacer. Entre deux régions. Donc, il y a l'idée d'interurbain, de distance. Ah, je l'ai ici, tiens. Oui, je sais. Votre vaillant sous-ministre était... non, mais je connais bien mes choses aussi. Non, mais je ne remets pas ça en question. Je remets pas ça en question, mais tu sais, la définition d'une autoroute, là, vous l'avez dit, là, c'est un peu ça, puis c'est vrai, c'est ça sur le site du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Une autoroute, c'est une infrastructure routière où on peut rouler à une vitesse conséquente qui permet de relier deux régions ensemble. Une autoroute qui sert à des déplacements pendulaires, là, pour aller à l'école ou pour aller travailler le matin, là. On n'est plus dans le déplacement interurbain. Est-ce qu'une autoroute qui sert à faire des déplacements pendulaires, donc
pour aller travailler et pour aller à l'école? Est-ce que c'est du développement, est-ce que c'est de la mobilité durable? Bien, moi, une route qui permet aux gens de se déplacer d'un point A à un point B dans la mesure où c'est nécessaire sur un vaste territoire, oui. Oui, d'accord avec vous sur la notion de vaste territoire. Mais quand on fait des courtes distances, si quelqu'un emprunte une autoroute pour faire un déplacement de 5 km, est-ce que c'est un déplacement qu'on pourrait qualifier de mobilité durable? C'est ça ma question. Mais comme j'ai déjà répondu, puis là, je commence à trouver qu'on s'éloigne beaucoup du sujet. Là. Ben, Je ne veux pas qu'on c'est tombe vous dans qui avez- des appels au règlement, mais tu sais, en même temps, j'aimerais ça qu'on avance aussi, là. Fait que je sais pas pourquoi on a cette discussion-là, d'ailleurs, en ce moment, là, tout ça pour ajouter, pour accommoder le député de Néligan puis mettre le mot qualité. Fait que, tu sais, moi, là, les routes, je trouve que c'est important dans un territoire d'1,6 million de kilomètres carrés. On a fait un débat sur le 3e lien hier, tu sais, des fois, on blague un peu, là, mais là, aujourd'hui, je pense qu'on pourrait peut-être avancer puis refaire un débat de route ailleurs qu'ici, là, parce que, tu sais, je veux dire, il restera toujours que la CAQ considère que les routes sont importantes. Québec solidaire n'aime pas les routes. Ça, on ne changera pas ça cet après-midi, là. Mais là, on est sur le transport collectif. Fait qu'on devrait peut-être se concentrer là-dessus. Puis je trouve ça ironique que Québec solidaire détourne le propos du transport collectif vers celui des routes. T'sais. On est en plein dans le transport collectif cet après-midi, là. Madame la ministre semble oublier les propos qu'elle tient elle-même. Ça prend des routes pour faire rouler des vélos puis des autobus. Ben, non, mais Est-ce non, qu'on est contre les routes? Non, vous posez On est les pas contre les questions. routes? Moi, je réponds depuis tantôt que les routes, pour moi, c'est de la mobilité durable parce que les gens ont besoin de se déplacer, que ce soit en auto, en autobus, à pied ou en vélo. Ça prend une route pour circuler. On ne peut Est-ce pas que- vivre dans les champs, tu sais. Est-ce que j'ai jamais dit que j'étais contre les routes? Peut-être pas. Ben, je sais pas. Je suis pas en permanence avec mon collègue de Tachereau. Je sais pas tout ce qu'il dit partout en tout temps, 24 heures sur 24. Mais si je prends la collection de ses propos publics depuis 2 ans, j'ai tendance à croire que oui, il est contre les routes. Sauf la Monsieur le candidate Président, de Québec solidaire dans Monsieur le Rimouski, Président, qui, elle, est pour le prolongement Madame de la la règle. ministre me prête des intentions. J'ai jamais dit que j'étais contre les routes. J'ai tendance à dire, il me demande mon opinion à savoir si je pense qu'il est contre les routes. Non, Après j'ai ça, je demandé réponds. si elle avait des preuves que j'étais contre les routes. Monsieur Et le elle me député, prête je donc vous des entends. intentions. Je pense qu'on peut avoir un débat constructif. Tout à Je fait nous d'accord. souhaite une après-midi où est-ce qu'on peut le faire dans le respect des lieux, de nos rôles respectifs. Donc, je pense qu'on avait très bien commencé. Donc, je vous appelle à la prudence, s'il vous plaît, de part et d'autre. Donc, je vous invite à continuer le débat. Merci, Monsieur le Président. Je viens de recevoir mon mochaccino. Ça va sûrement aller mieux. C'est délicieux. Du café puis une enveloppe de chocolat. C'est très bon. C'est cute. Ben, moi aussi, avant, elle prenait des chocolats chauds, mais là, on dirait qu'il n'en prend plus. Donc, non, mais je trouve ça important qu'on ait cette discussion-là parce que, puis je veux pas, mon plan, pas mon plan, mais mon intention n'était pas de détourner mon intention n'était pas de détourner la conversation, mais de m'assurer que, autant je trouve intéressant l'idée de qualité amenée par mon collègue député de Néligan, autant je veux juste m'assurer qu'il est placé au bon endroit, puis qu'il est cohérent avec ce qu'on veut faire avec ce projet de loi-là. Donc, pour moi, la notion de qualité, je l'ai dit tantôt d'emblée, là, ça réfère beaucoup à notre mode d'approvisionnement. Il me semble qu'on l'a déjà placé dans le projet de loi 62. Ben, en fait, ça m'a été confirmé tantôt, donc ça a été placé. Et moi, je voulais m'assurer, en fait, que la notion de mobilité durable aussi, était comme incluse, oui, dans la notion de qualité aussi. Puis évidemment, c'est parce qu'on a déjà travaillé sur une proposition d'amendement plutôt, aussi déposée par mon collègue de Néligan, qui touchait la notion de transport collectif. Et ça, malheureusement, ça a été refusé par Madame la ministre. Donc moi, je veux juste m'assurer qu'on s'en va dans la bonne direction, là. M'assurer que qualité, oui, certes, mais que c'est associé aussi à la notion de mobilité durable. Et c'est pour ça que je voulais savoir pourquoi la Madame la ministre... en fait, je voulais connaître sa définition de la mobilité durable. Parce que, visiblement, on a quelques difficultés à se rejoindre, en fait, sur ce principe-là. Quelques difficultés à se rejoindre. Parce que pour moi, oui, on a besoin de routes, on en a besoin pour faire circuler les automobilistes, les cyclistes, les personnes qui utilisent le transport collectif. On en a besoin d'autoroutes pour faire des déplacements sur des longues distances entre des régions. C'est vrai qu'il est grand, notre Québec. En même temps, il y a eu, à travers le temps, un genre de travestissement de l'utilisation des autoroutes, selon moi. Normalement, une autoroute, ça sert à faire des grands déplacements interurbains entre des régions qui sont éloignées les unes des autres. Entre Québec et Montréal, on ne recommencera pas à circuler sur la 132 ou la 138 en pensant que c'est efficace. La 20 et puis la 40, je pense qu'ils ont vraiment d'affaires à exister.
Par contre, quand je vois qu'une majorité de déplacements à Lévis s'effectue à travers la 20, alors qu'on devrait développer le transport collectif à Lévis, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis ça tient aussi, puis peut-être que Mme la ministre ne le sait pas, mais ça tient aussi au mode de financement de ces infrastructures-là. Traditionnellement, évidemment, il y aura peut-être un rebrassage de ça éventuel dans la nouvelle entente de 5 ans avec les sociétés de transport, mais depuis 1991, ça c'était la réforme Ryan, donc un ancien ministre libéral, au début des années 90, donc, a revu le partage des responsabilités de transport collectif versus routier. Le transport collectif est allé du côté des municipalités. Donc, les municipalités demandaient l'aide du gouvernement du Québec et du fédéral aussi pour payer des nouvelles infrastructures de matériel roulant, des autobus, des quais, des garages, par exemple. Donc, les infrastructures pour opérer un système d'autobus. Puis après ça, l'opération et l'entretien du réseau d'autobus, bien, c'est la responsabilité des villes à travers les différentes sources de revenus qu'ils peuvent aller chercher, notamment les usagers. À Québec, par exemple, c'est 33 du coût des opérations qui est payé par les usagers. À Montréal, ça monte un peu plus haut, 45-50 de mémoire, parce qu'on a des infrastructures comme le métro qui permettent de faire circuler beaucoup plus de monde, donc la captation de billettique est plus importante. Du côté des autoroutes, ça a toujours, depuis 1991, en fait, c'est entièrement de la responsabilité du gouvernement du Québec. Donc, c'est le gouvernement du Québec qui paie pour les infrastructures, qui paie pour l'élargissement ou pour une nouvelle route ou pour une bretelle d'autoroute. Et l'entretien, évidemment, et le maintien de ces actifs-là est aussi à charge du gouvernement du Québec. Ce qui fait que, dans certaines villes, comme par exemple à Lévis, c'est un exemple que j'aime bien prendre, bien, on a des villes comme Lévis qui décident de garder volontairement le niveau de service d'autobus assez bas pour ne pas faire payer les déplacements par les citoyens de la ville de Lévis seulement, alors que quand on a besoin de moyens, d'infrastructures pour faire se déplacer les gens, on va cogner à la porte du gouvernement, puis on dit « élargissez-moi l'autoroute 20, faites-moi une nouvelle bretelle d'autoroute ici, faites-moi-en une autre ici ». Dans ce cadre-là, bien, les gens prennent leur voiture pour se déplacer, mais c'est entièrement le gouvernement du Québec, c'est l'entièreté des citoyens du Québec qui se trouvent à payer pour les déplacements des gens de Lévis. Et c'est pas surprenant qu'à Lévis, avec un service d'autobus aussi faible, on se retrouve aussi avec une situation où on veut absolument, par exemple, avoir un nouveau troisième lien. Il y a un appétit pour ce type d'infrastructure-là parce que ce n'est qu'autour de ce mode de transport-là, ou à peu près qu'autour de ce mode de transport-là, qu'on s'est développé, qu'on a développé l'offre de mobilité sur un territoire. Ailleurs, à Québec, par exemple, bien, on essaie de faire autrement. Il y a beaucoup d'autoroutes, mais il y a une volonté d'essayer d'améliorer le transport collectif. À Montréal, évidemment, on est dans une dynamique complètement différente, puis on ne pourrait pas avoir autant d'automobiles qu'il y a de citoyens et de citoyennes à Montréal, sur l'île. On avait besoin de transport collectif, et heureusement, il y a des gens qui ont eu l'audace de penser à développer des réseaux de transport collectifs structurants comme le métro, qui sont d'une qualité très grande, bien qu'il faille les entretenir, évidemment. Et donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la notion de mobilité durable et aussi sur le rôle de la ministre dans ce contexte-là. C'est la ministre des Transports et de la Mobilité durable, sachant où est-ce qu'on est aujourd'hui avec les transports qui représentent 43 % de nos émissions de gaz à effet de serre. On devrait certainement travailler à essayer d'envoyer davantage de personnes vers les transports collectifs et actifs, plutôt que de juste compter sur l'électrification des transports, qui par ailleurs risque d'être assez difficile, Monsieur le Président. Donc, tout ça pour dire que c'est pour ça que je voulais parler, puis je voulais élaborer un petit peu sur la notion de qualité et faire le lien avec la mobilité durable. J'aurai certainement une proposition un peu plus tard là, sur cette notion-là, j'y reviendrai. Mais écoutez, si pour moi, j'avais des réserves, puis je ne suis pas encore tout à fait convaincu de la notion de qualité à insérer à cet endroit-là, évidemment, je ne m'opposerai pas là, à l'amendement proposé par mon collègue Denis Ligan. Je vais probablement m'abstenir, mais en tout cas, je me battrai pas contre ça, évidemment, puisque ça semble faire obtenir l'approbation de Mme la ministre. Voilà, M. le Président. Alors, merci, Monsieur le député. Y a-t-il d'autres interventions sur l'amendement tel que déposé par le député Denis Ligan? Donc, comme il n'y aura pas d'autres interventions, nous allons procéder à la mise aux voix de l'amendement tel que déposé. Vote nominal, Madame la secrétaire. Pour contre-abstention, M. Desragines-Ligan. Pour. Mme Guilbeault-Louis-Hébert. Pour. M. Lemay-Masson. Pour. Mme Tardy-Laviolette Saint-Maurice. Pour. M. Bernard Rouen-Noranda-Témiscamingue. Pour.
Mme Grondin-Argenteuil. Pour M. Grandmont-Tachereau. Abstention. M. Saint-Louis Joliette. Abstention. Donc, M. Arsenault, Île-de-la-Madeleine. Oui, abstention. Donc, l'amendement tel que déposé est accepté. Nous allons donc revenir au débat de l'article 4 amendé. Adopté, pardon, excusez-moi. Merci. Non, merci. Je n'ai pas de problème à reprendre le terme précis et exact. Merci, Monsieur le député. Donc, l'amendement tel que déposé est adopté. Alors, nous revenons au débat sur l'article 4 amendé. Y a-t-il des interventions? Monsieur le député de Tachereau, la parole est à vous. Oui, merci. On va avoir un amendement à proposer sur l'article 4. Il va s'en aller bientôt. Est-ce qu'on suspend? Est-ce qu'on le reçoit? Alors, nous allons suspendre nos travaux quelques minutes. Merci. Alors, la commission reprend ses travaux lorsque... À l'ordre, s'il vous plaît. Merci. Mesdames? Oui. Merci. Alors, lorsque nous avons suspendu les travaux, monsieur le député de Tachereau a déposé un amendement. Monsieur le député, je vous demanderai de lire l'amendement déposé, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président. Oui, voilà. Donc, on vient modifier l'article 4, là, ajouter au premier alinéa de l'article 4 de la loi, édicté par l'article 1 du projet de loi, après les mots « de transport », les mots « en priorisant des projets qui contribuent à la réduction de la dépendance au voiturage en solo ». L'article 4 de la loi édictée, tel qu'amendé, se lirait comme suit. Mobilité Infra Québec a pour mission principale d'effectuer dans une perspective de qualité et de mobilité durable, lorsque le gouvernement lui en confie la responsabilité, l'analyse, l'opportunité, la planification, la réalisation des projets complexes du transport en priorisant des projets qui contribuent à la réduction de la dépendance au voiturage en solo. Voilà, Monsieur le Président. Quelques explications. D'abord, au début, j'aurais voulu écrire « auto-solo », puis on m'a corrigé. Selon l'Office québécois de la langue française, voiturage en solo est à privilégier. Donc, je suis persuadé que cette remarque sera satisfaire Madame la ministre, qui a un amour très grand pour notre belle langue. Donc, c'est pour ça qu'on a ces mots-là qui sont utilisés. Maintenant, je veux d'abord essayer de placer très clairement la différence entre la proposition que mon collègue, et qu'on a abondamment discuté, là, mon collègue Denis Ligan, qui avait fait ajouter la notion de transport collectif à l'amendement où on parlait de la définition de projet complexe. C'est quelque chose aussi qu'on avait regardé, qu'on avait envisagé, évidemment, nous aussi, parce que plusieurs groupes nous en avaient parlé, évidemment. Il nous semblait tout à fait opportun là, d'essayer de circonscrire la mission de Mobilité Infra-Québec sur la notion de transport collectif, puisque c'était l'intention de la ministre. On s'est dit, on va l'écrire dans la loi, puis on va s'assurer que c'est effectivement ça que l'agence va réaliser comme type de projet. La discussion n'a finalement pas permis d'aller jusqu'à l'adoption de l'amendement qui était proposé le très bon amendement qui était proposé par mon collègue, notre collègue Denis Ligan. Il y a une différence claire pour moi entre donc, ce qui avait été proposé et ce qui a été discuté et rejeté, et ce qui est proposé aujourd'hui. En substance, d'abord, l'objectif est toujours de réduire l'utilisation solo de l'automobile. Je pense que c'est dans les objectifs même de la politique de mobilité durable, donc à laquelle on va s'accrocher, évidemment. Vous savez, l'auto-solo a plusieurs autres alternatives, comme par exemple, bien évidemment, le transport collectif, le transport actif, mais également donc l'automobile avec l'automobile en vélo, l'autopartage, pardon, le covoiturage également aussi. Donc, c'est un objectif que je pense louable dans la perspective où on veut développer des projets qui seront de qualité et qui seront en lien avec la mobilité durable. L'objectif de la mobilité durable, c'est de réduire, de faire un transfert modal vers les modes alternatifs au voiturage en solo. Donc, ça nous permettrait de nous assurer que, peu importe le type d'infrastructure qui est créé par Mobilité Infra-Québec à la demande du gouvernement, bien, ça se fera toujours dans une perspective où on essaie de
donner aux gens des alternatives à l'auto en solo, donc au voiturage en solo. Donc, c'est le sens de ma proposition aujourd'hui, M. le Président. Merci, Monsieur le député. Y a-t-il des interventions sur l'amendement déposé par le député de Tachereau, pardon? Aucune intervention, donc... Monsieur le Président, Monsieur le député. vous savez, un des objectifs qui devrait être prioritaire pour Madame la ministre des Transports et de la Mobilité durable, c'est de s'assurer qu'il y a un transfert modal qui s'effectue au Québec. Il y a énormément de déplacements qui se fait en automobile, en solo, donc une personne par automobile. Je ne sais pas si vous le savez, Monsieur le Président, mais on a en moyenne 1,2 personnes par automobile quand les gens se déplacent en moyenne, selon les enquêtes d'origine-destination, là. Évidemment, il y a d'autres études qui s'en viennent prochainement, des enquêtes OD qui s'en viennent très prochainement et qui seront rendues publiques éventuellement. Donc, on sait que la CDPQ Infra s'en est servi pour être capable de faire son analyse sur le rapport qu'ils ont rendu public le 12 juin dernier, là, dans lequel, entre autres, là, on parlait abondamment du troisième lien et du fait que, finalement, on n'avait pas besoin d'un troisième lien entre Québec et Lévis parce que ça n'aurait pas d'effet, en fait, sur la congestion. Essentiellement, la CDPQ disait ça. Donc, l'idée étant que si on veut trouver des moyens de régler la congestion, bien, le meilleur moyen de le faire, c'est encore une fois d'offrir des alternatives à l'automobile, en fait à l'auto solo, au voiturage en solo. 1,2 personnes par véhicule, ça veut dire qu'on est à presque, disons, 3 places de libre par véhicule qui se déplacent tous les jours. Ce n'est pas une utilisation adéquate de nos infrastructures actuelles. Si on veut être efficace dans l'utilisation des ressources. Puis Mme la ministre fait souvent référence, ou en tout cas, je ne sais pas si elle va encore faire référence à ça aujourd'hui, mais dans le passé, elle a beaucoup fait référence à l'utilisation juste, adéquate, efficace des ressources gouvernementales. Moi, je lui renverrai la balle en lui disant qu'il faut aussi utiliser de façon adéquate les ressources qu'on met à disposition des gens pour se déplacer et les ressources que les gens utilisent eux-mêmes pour se déplacer. Quand on a une automobile où il y a un peu plus de 3 places de libre dans chaque voiture, on n'est pas en train de faire une utilisation rationnelle de l'espace. Vous savez, il y a, je pense, on a reçu en fait là, la professeure Catherine Morancy de Polytechnique, puis elle est toujours super intéressante à écouter, puis elle me disait il y a quelques années qu'elle est habituée de faire des modèles sur la fluidité automobile, puis des modèles de déplacement sur des territoires donnés. Puis elle me disait que récemment, en fait dans les dernières années, elle a dû changer ses modèles, adapter ses modèles à la taille des véhicules, qui ne fait qu'augmenter dans le temps. Avant, on pouvait rentrer à peu près, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais sur 1 kilomètre de route, on pouvait faire entrer peut-être à peu près 200 voitures sur une route, sur 1 kilomètre de route, alors qu'aujourd'hui, on fait rentrer à peu près 450, 425 voitures, 175, 150 voitures sur le même kilomètre de route parce que la taille des véhicules ne fait que croître dans les dernières années. Et pourtant, le nombre de personnes par véhicule continue de descendre. Donc, non seulement on a de moins en moins de personnes dans chaque voiture qui se déplacent pour se déplacer vers le travail ou pour se déplacer vers l'école le matin puis en revenir le soir, mais en plus, les véhicules augmentent en taille. Donc, ce que ça a pour effet, c'est que les scientifiques, comme les experts, comme Mme Morancy, professeur Morancy, pardon, doivent adapter leur modèle de simulation des déplacements sur les territoires. C'est hallucinant. C'est vraiment particulier. Donc, ces routes-là, après ça, sur lesquelles circulent ces véhicules-là, évidemment, utilisent un espace toujours de plus en plus grand. Et donc, les routes sont appelées à... dans le fond, comme on a de plus en plus d'automobilistes, comme on a des véhicules de plus en plus gros, bien, il y a un appel très clair pour que le gouvernement construise toujours de plus en plus de routes. Et malheureusement, ça ne nous amène pas dans la bonne direction. Donc, dans cette perspective-là, nous, on voulait déposer un amendement qui nous permettrait de prioriser là, vraiment la réduction de la dépendance au voiturage solo. C'est probablement la meilleure chose à faire. Ce qui n'empêche pas aussi qu'on peut faire des projets qui vont avoir des composantes routières. Parce qu'on peut évidemment là, essayer d'imaginer des projets sur lesquels, éventuellement, Mobilité Infra-Québec pourrait travailler. Il y aura, selon toute vraisemblance, selon la ministre, là, du travail qui sera fait sur le projet structurant de liste sur l'île de Montréal,
ou encore sur la couronne nord de Montréal. On n'a pas pu s'entendre pour savoir si effectivement il y aurait ou pas là, des projets routiers qui seraient réalisés par Mobilité Infra-Québec sous sa gouverne d'ici 2026. Mais chose certaine, cette proposition-là n'empêcherait pas la réalisation de projets. Parce qu'un projet complexe, là, ça peut être aussi un projet qui fait intervenir plusieurs types de modes de transport différents dans un même projet. Je ne sais pas si Mme la ministre est familière avec la notion d'intermodalité. Oui. Parfait. Puis de multimodalité aussi? Ben oui. OK, parfait. La différence entre les deux, c'est clair pour vous, j'imagine? Ben terre, c'est de pouvoir transférer d'un à l'autre, puis multi, c'est d'en avoir plusieurs différents. Exactement. Donc, intermodalité, c'est plusieurs modes de déplacement plusieurs modes de transport dans un même déplacement. Puis multimodalité, ça va être plusieurs modes de transport à disposition qu'on utilise selon le type de déplacement qu'on a à faire dans la journée ou dans la semaine. Donc, dans un projet complexe, on pourra avoir un assemblage intermodal de plusieurs modes de transport ou multimodal de plusieurs modes de transport aussi, encore une fois, pour répondre à la réalité de chaque personne. Vous savez, je l'ai déjà dit, je pense, même pendant cette commission-là, il n'y a aucun mode de transport individuel, il n'y a aucun mode de transport durable qui, pris individuellement, peut concurrencer l'automobile parce que c'est un mode de transport très flexible, très pratique, même si à la fin, ça reste quand même très cher. Il reste quand même que c'est très pratique et flexible. Et pour être capable de concurrencer l'automobile, il faut mettre en relation plusieurs types de modes de transport. Et donc, dans un projet qu'on pourrait imaginer une espèce de pôle intermodal ou multimodal qui pourrait être créé éventuellement par Mobilité Infra-Québec, qui comprendrait évidemment de la place pour des déplacements en automobile, par exemple, même solo, mais qui permettra à des gens dans un stationnement incitatif, par exemple, de venir se connecter sur une gare dans laquelle on aurait du transport collectif et actif qui s'y rejoindrait. Mais on atteindrait l'objectif, finalement. L'objectif de la ministre, à travers sa politique de mobilité durable, qui est d'offrir du choix aux gens. Parce qu'actuellement, c'est ça le problème, là. Actuellement, au Québec, ce qui manque, c'est des choix. Puis évidemment, on n'arrivera pas à faire des choix pour tout le monde, partout, sur tout le territoire. Je me souviens plus c'est quoi les objectifs. Madame la ministre, aidez-moi là, dans la politique de mobilité durable. Là, on vise à avoir 3 ou 4 modes de déplacement différents pour chaque citoyen du Québec ou pour 80 % de la population du Québec. Peut-être M. le ministre peut nous rappeler, là, parce que c'est quand même une donnée importante, là, qui sera peut-être amenée à évoluer, évidemment, si on révise là, la politique là, dans un avenir rapproché. Là. Et c'est un objectif quand même assez ambitieux, puis en même temps assez réaliste, parce qu'on ne pourra pas couvrir tout le Québec là, à très court terme, là, d'ici 2030. C'était l'objectif. La politique s'étendait jusqu'en 2030. Je sais que M. le ministre est en train de chercher. Là, je lui en suis très gré. Ah, j'ai dit ministre, monsieur le sous-ministre. Désolé. Pardon? C'est ça, 70. Ça s'appelle le ministère de l'électrification des transports en ce temps-là. C'était 70 Ils n'ont pas électrifié grand-chose pourtant. Par le REM de la caisse, il n'y a pas grand-chose d'électrique là-dedans. C'est l'ancien nom du ministère, hein, c'est ça? Bien, dans le temps du dernier gouvernement libéral, c'est eux qui ont fait la politique de mobilité durable. Donc, la cible, c'est 70 % de la population québécoise a accès à au moins 4 services de mobilité durable. Mais juste pour savoir, quand on disait mobilité durable, est-ce qu'on comprenait aussi l'automobile ou ça comprenait le covoiturage? Comment c'était détaillé, en fait? Parce que j'avais dans l'idée que c'était 4 en plus de l'automobile en solo. C'est vague, là, ça, tu sais, la manière que c'était... Bien, c'est que, tu sais, Il y avait le petit texte en dessous, il était là? Non, ça ne répondait pas. Non, mais c'était peut-être voulu comme ça aussi. Non. Et si je laisse un peu de temps pour le trouver là. En tout cas, on va chercher. Oui. Mais en tout cas, on comprend que c'était 4 modes de transport durables
70% de la population qui a accès. Oui, c'est ça qui était dit, je pense. C'est ça qu'on a dit. 4 modes durables de transport, 70% de la population, puis tout ça, c'était d'ici 2030, dans le fond. Mais donc, l'objectif était de prioriser, dans le fond, une réduction de la dépendance au voiturage en solo. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on propose cet amendement-là sur l'article, oui, c'est un amendement, sur l'article 4. C'est juste de venir l'accrocher à la politique de mobilité durable. Alors, à moins que Mme la ministre me dise qu'il y a du travail qui se fait sur la politique de mobilité durable actuellement, puis je ne suis pas au courant, là. En fait, on ne suit pas tant que ça les travaux de révision, notamment du plan d'action. Je pense que c'est à court en ce moment, là. Mais à moins qu'on change vraiment les objectifs, mon objectif à moi, les objectifs de la politique, mon objectif à moi, c'était d'accrocher le travail de Mobilité Infra-Québec aux objectifs de la mobilité aux objectifs de la politique de mobilité durable. Excusez-moi, mon objectif, avec mon amendement, était de faire un lien entre le projet de loi qui crée Mobilité Infra-Québec et les objectifs de la politique de mobilité durable 2030. Donc voilà, c'est ça mes explications. Merci beaucoup, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'amendement déposé par le député de Tachereau? Monsieur le député Déligan, la parole est à vous. Moi, c'est la ministre qui veut aller. Bien, c'est en réponse au député de Tachereau, là. La cible, donc, le transport collectif, par rapport aux possibilités de services de mobilité durable, le transport collectif, l'auto et le vélo partage, donc l'autopartage, le vélo partage, la marche, le taxi, les services de traversier. Exact. Donc, c'est ça. Bien, déjà, de base, la marche puis le vélo, c'est bon partout. Non, mais encore faut-il que les gens n'utilisent pas dans une perspective récréative. C'est peut-être ça la nuance, là. Il faut que ce soit pour des déplacements. Ah, s'il n'y a pas, oui. En tout cas. Quoi qu'il y en a qui font un tour de machine aussi, c'est du récréatif. On en a fait pendant la pandémie des tours de machine, pareil. Ou certaines personnes avec des bébés naissants, des fois, ça peut dépanner aussi. Ça dépanne. Il y a la sécheuse ou le tour de voiture, je suis bien d'accord avec vous. Mais donc, c'est ça, en fait. Donc, est-ce que à vous, Madame la ministre, ça semble logique qu'on vienne trouver une façon, finalement, de faire un lien entre Mobilité Infra-Québec, qui est supposé servir, en fait, la mobilité durable, en quelque part, c'est votre intention, et de l'autre côté, l'accrocher avec la politique? À moins que vous me disiez, comme je le disais tantôt, que les objectifs de la politique sont appelés à être changés. Bien, ça, pour moi, c'est comme hier, le débat sur ajouter collectif ou toutes ces choses-là, tu sais, dans la mesure où on crée Mobilité Infra-Québec pour faire plus de transport collectif, c'est implicite qu'on va réduire le voiturage. Donc, alors pour moi, c'est superflu d'ajouter ça. Bien, permettez-moi de ramener, en fait, certaines paroles que vous avez eues quand vous disiez là, que Mobilité Infra-Québec pourrait faire... C'est pas votre intention, mais que Mobilité Infra-Québec pourrait faire des projets de transport routier complexes. Pas vous, mais ça pourrait être utilisé pour ça. On a eu une bonne discussion là, sur la notion de est-ce qu'on ajoute ou pas transport collectif. Pour moi, c'est pas clair qu'on est sur du transport collectif nécessairement, alors que là, ce que je viens de dire, en fait, c'est simplement dire, bien, au moins, tu sais, même quand il y a de la création de projets de transport collectif routier complexes, mais tout ça s'articule quand même dans une perspective de réduction du voiturage solo. Parce que ça se peut. Moi, je suis très conscient que ça se peut. Là. Je veux dire, on a besoin de routes pour faire rouler, oui, nos autobus, les vélos, etc., puis pour marcher, ultimement, mais aussi pour faire du covoiturage, pour utiliser les taxis, pour avoir accès, par exemple, dans une logique d'intermodalité, avoir accès aux traversiers. Il y a comme plusieurs choses là-dedans qui sont beaucoup plus larges que le débat qu'on a eu sur le collectif strictement, là. J'essaie d'élargir un petit peu pour se donner quand même à la fois la flexibilité dont vous parlez, puis vous dites, je ne veux pas fermer, je veux garder de la latitude parce qu'éventuellement, un gouvernement voudrait utiliser ça pour faire du routier. Mais en même temps aussi, moi, j'essaie de l'accrocher à quelque chose qui, normalement, est un document quand même assez important sur lequel la ministre des Transports et de la Mobilité durable et les personnes qui vous succéderont devraient normalement s'attacher, c'est-à-dire la politique de mobilité durable. Ça n'exclut pas le routier, non? Oui, mais j'ai la même réponse que tantôt. Là. Tout ça va être possible en laissant le libellé tel quel. Donc,
Puis là, on a tellement parlé de ça hier, là, je ne vais pas recommencer à plaider ça jusqu'à 4h30. Là, pour moi, j'ai répondu 2 fois, puis ma réponse ne changera pas. Moi, je trouvais très intéressant la proposition qui était faite. En fait, pour faire cette proposition-là, je me suis inspiré d'un professeur qu'on a reçu. J'ai trouvé très intéressant, puis j'imagine que vous l'avez trouvé intéressant aussi, là. Pierre-André Hudon, qui était de l'Université Laval, il me semble. Et il disait, en fait, lui suggérait que l'article 4 devait inclure des principes de développement durable plus explicites, comme la réduction des gaz à effet de serre, la contribution au développement économique et le service aux collectivités défavorisées, afin de mieux prioriser les projets. Il soulevait également la question de savoir si les projets routiers pourraient être inclus dans le mandat de Mobilité Infra-Québec. Ça, cette question-là a été déjà éclaircie par vous, là. C'est clair que Mobilité Infra-Québec pourra faire des projets routiers, même si ce n'est pas votre intention à court terme. Mais le professeur Hudon disait qu'il faudrait quand même que cette entité-là, là, cette agence, aille au moins dans le sens du développement durable. Puis il faut aller plus loin que simplement la petite référence à la mobilité durable. Il faut venir un peu circonscrire davantage. Oui, bien, je pourrais ajouter, je ne l'ai pas dit tantôt, la politique de mobilité durable, elle existe déjà, puis elle vit en soi. Donc, le gouvernement est déjà assujetti à sa propre politique de mobilité durable. Donc, les soucis qu'évoque ou les objectifs qu'évoque le député de Taschereau sont déjà, par ailleurs, atteints ou, en voie d'être atteints conformément aux mesures qui sont dans le plan de mobilité durable, le plan d'action de la politique de mobilité durable, dont il dit lui-même qu'elle pourrait être appelée à changer, mais en même temps, c'est une politique de mobilité durable. Donc oui, il faut refaire le plan d'action parce qu'il vient à terme, mais on va rester avec la même PMD qui est jusqu'en 2030. Et tout ça existe déjà, là, donc on n'a pas besoin de mettre ça dans une loi, parce que d'autant plus que cette loi-là, de toute façon, vise à créer une organisation qui va faire du transport collectif d'envergure qu'on n'était pas capable de faire jusqu'à maintenant. Donc, la vocation même du projet de loi va amener plus de mobilité durable. Donc, vraisemblablement, moins de gens qui vont prendre la voiture, vu qu'ils vont utiliser ces nouveaux projets-là qu'on va enfin être capable de réaliser. Donc, tout ça, pour moi, est superflu. Bien, Madame la ministre, vous savez comme moi que une politique, moi, je veux l'attacher avec la politique parce que je trouve ça important, mais c'est surtout aussi qu'après ça, si c'est inscrit dans la loi, bien, le gouvernement a le devoir de s'y conformer. Une politique, c'est une orientation générale qu'on peut se donner, puis après ça, bien, on peut décider, en tout cas, il me semble que moi, si j'étais au gouvernement puis je faisais une politique, j'essaierais de m'y astreindre. Mais je veux dire, entre vous et moi, le troisième lien, par exemple, moi, je ne considère pas que c'est de la mobilité durable. Et pourtant, votre gouvernement pense qu'on doit faire un troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis, malgré une politique de mobilité durable. Donc, moi, je pense que si on veut s'assurer que Mobilité Infra-Québec soit raccord avec la politique et que le gouvernement soit astreint, finalement, à faire réellement de la mobilité durable, bien, il faut l'écrire dans la loi. À moins que vous me disiez que le troisième lien, c'est de la mobilité durable. Bien, le troisième lien, s'il y a des autobus qui passent dessus, c'est un moyen de plus à la disposition de citoyens qui, peut-être, actuellement, ne prennent pas l'autobus. Mais il n'y a aucune personne qui font des déplacements en autobus dans cet axe-là, là. Je veux dire, il n'y aura aucun autobus. Dans quel axe? Bien, pour l'instant, vous l'avez identifié corridor à l'est. Mais de toute façon, dans la mesure où des autobus passent dessus, oui, c'est un moyen de plus à la disposition. Je le ramène à ce qu'il m'a lui-même demandé tantôt, là, la cible, là, d'avoir 4 moyens durables, d'avoir accès à 4 moyens durables. Fait que c'est un moyen durable, l'autobus, qui pourrait passer. Puis là, tu sais, je sais pas, là, on est loin, là, la conception n'est pas faite et tout ça, mais tu sais, maintenant, tu sais, comment tu appelles ça, là, les pistes multifonctionnelles, des choses comme ça, avec toutes les mobilités innovantes, en plus, qu'on pourrait ajouter éventuellement peut-être à ces nouveaux moyens-là. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, là, j'arrête pas de dire que je répondrai plus, puis je réponds encore. Mais là, c'est vrai, c'est la dernière fois. Tout ça, pour moi, est superflu. La PMD existe en soi. L'Agence va faire des transports collectifs, donc va atteindre exactement ce que le député de Taschereau ajoute en caractère gras. Alors, pour moi, c'est superflu d'ajouter ça. Bien, moi, je trouve que ce serait vraiment une bonne idée de l'ajouter. Parce que pour l'instant, avec le projet de troisième lien, la CAQ est en train de ne pas respecter sa propre politique de mobilité durable. Je comprends que ce n'est pas vous qui l'avez écrite, là, c'est le gouvernement précédent. D'ailleurs, je les en remercie. En 2018, c'est un beau leg qu'ils ont fait. Heureusement, elle a été reprise après ça par le gouvernement de la CAQ. C'était une bonne idée. Mais encore faut-il la mettre en application. Si on se pavane en disant on a une politique de mobilité durable, mais qu'à côté,
on n'arrête pas de parler du troisième lien qui n'est pas un projet de mobilité durable. Il y a peut-être l'option du centre-ville à centre-ville. Ça, il a été proposé par la CDPQ Infra. Juste du transport collectif entre les deux centres-villes, avec une perspective de consolidation des deux centres-villes, de la densité à Lévis puis à Québec, parce qu'effectivement, là, il y a un potentiel. On le voit, il y a 2 traversiers actuellement là, qui circulent entre les 2 centres-villes, puis c'est quand même relativement utilisé aussi par les cyclistes, les piétons, les automobilistes. Mais autrement, là, je veux dire, comment on fait pour s'assurer que finalement la CAQ est raccord avec sa politique de mobilité durable? Comment on fait pour s'assurer qu'elle ne propose pas des projets qui vont à l'encontre même de la mobilité durable? Le troisième lien, c'est pas de la mobilité durable, là. J'ajouterai rien. En tout cas, Madame la ministre semblait dire que c'est de la mobilité durable tantôt. Il passerait un autobus en 1 an sur le troisième lien, elle appellerait ça de la mobilité durable, j'ai l'impression. Fascinant. Je rappellerai, peut-être en terminant, que c'est la ministre elle-même qui a fait ajouter mobilité durable au nom de son ministère. Hein? Au début, ça s'appelait le ministère des Transports, sous le règne de son collègue, qui est aujourd'hui ministre responsable de la Sécurité publique. Elle a fait ajouter mobilité durable au nom de son ministère. Puis je me souviens qu'elle a dit quelque chose, je paraphrase, là. Elle a dit quelque chose du genre, c'est pas du, je vais le dire en anglais parce que j'ai pas de meilleur mot, mais c'est pas du greenwashing, là. C'est pas de l'éco-blanchiment. Ça va être vrai. Ça va être vrai de vrai. On va faire de la mobilité durable avec moi. Bang, troisième lien. Puis après ça, le projet est enterré. On se dit, Colin, elle l'applique. C'est vrai. Plus de troisième lien. On a compris. On revient sur la politique de mobilité durable. Puis après ça, une petite élection qui vire mal, dans une partielle, dans Jean Talon. Puis on revient dans le troisième lien. Pardon? L'article 211, c'est quoi le lien avec le règlement? Il étudie présentement. Très clair. Il n'y a pas de lien. Très clair. J'ajoute la Je vois un pertinence. appel au règlement, M. Ben oui, le député. l'article 211 de notre règlement, la pertinence. Je réitère mes souhaits de plus tôt au début de la séance. Je pense qu'on peut le faire dans le respect de nos fonctions et des lieux et des procédures. Alors, je vous invite à la prudence de part et d'autre, M. le député. Parfait, excellent. Puis un rappel frivole au règlement aussi. Ça aussi, il y a des règlements pour ça. Bref, ce que je disais, c'est que je pense qu'il y a un très grand lien, en fait, entre ma proposition et le dossier du troisième lien. Je peux comprendre l'inconfort actuellement de la CAQ quand on parle de ce projet-là. Tout d'un, ils sont plus très, très crédibles. Puis moi, je leur offre la possibilité, avec mon amendement, de retrouver un peu de cette crédibilité-là. Oui, mais Madame la ministre elle-même a fait ajouter mobilité durable au nom de son ministère. Puis depuis, elle pousse et elle pousse et elle pousse. Elle rappelle tout le temps qu'elle est le seul parti, que la CAQ est le seul parti qui veut faire un troisième lien. Elle parle d'escouade. On a eu une belle discussion ce matin là-dessus, au Salon Rouge. Elle veut que ce projet-là soit fait de façon irréversible. Moi, je lui offre des possibilités avec mon amendement, qui est tout simple, qui fait juste nous ramener à ce que son ministère devrait faire. Travailler à réduire la dépendance au voiturage en solo au Québec. On est en plein dans le sujet. Je conclurai en appelant tous mes collègues, en faisant appel à leur sens du devoir face aux grands défis qui est devant nous, les changements climatiques, la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. 43%, mesdames et messieurs, des émissions de gaz à effet de serre sont produites par l'automobile. Et une des façons de s'y attaquer, c'est effectivement de réduire la dépendance au voiturage en solo, parce qu'il y a seulement une personne, 0.2 par automobile. Il y a du grand travail à faire. Je pense que mon amendement permet de sortir de cette dépendance-là. Après ça, à voir si le ministère porte bien son nom. Merci, M. le député. M. le député de Néligan, vous souhaitiez intervenir tout à l'heure. Est-ce que c'est toujours le cas? Madame la ministre, allez-y. Monsieur le Président, Non, pas du tout. je l'avais signifié. C'est parce que je veux répondre au député de Tachereau, parce que là, il m'ouvre une belle porte, là. C'est vrai que ça s'appelle le ministère des Transports et de la mobilité durable, mais la mobilité durable, bien qu'il soit manifestement quelqu'un de très préoccupé là, par le transport en commun, ces choses-là, puis qu'ironiquement, il n'a pas l'air de vouloir avancer dans le projet de loi, mais là, je lui prête des intentions que je lui prêterai certainement pas. Mais le problème avec Québec solidaire,
c'est leur conception de la mobilité durable, quand on a des discussions ici au Parlement, commence et finit avec leur fixation et leur obsession anti-troisième lien. Donc, ça les empêche de prendre conscience de l'ampleur de tout ce que la CAQ aura fait en vraie mobilité durable. Puis, tu sais, il était là, ma dernière allocution que j'ai fait au forum de... D'ailleurs, c'était l'automne passé, ça. Y en a-tu un forum de la PMD cette année? Je suis allée? Ah, c'est plus... Oui, c'est vrai, c'est plus... En tout cas, bon, bref. Mais l'année passée, j'ai parlé, je pense, une demi-heure, 30-35 minutes au forum de la politique de mobilité durable à l'automne. C'est ça, c'était en octobre dernier, mais c'est pour ça que là, on est en octobre, fait que je me demande pourquoi je ne suis pas retournée là. Mais en tout cas, on verra, là. Mais, donc, et là, j'ai parlé longtemps de plein de choses. Puis j'ai dit... Mettons là, qu'on oublie que Québec solidaire là, est juste obsédé par le troisième lien. Là. Mettons qu'on se met dans le vrai monde puis les trois dimensions, là, la réalité 360 degrés. La mobilité durable, on a donné un exemple tantôt, c'est d'avoir accès à différents modes. Puis c'est pas juste les personnes, c'est aussi le transport des marchandises. Puis c'est pas juste d'offrir des variantes à l'auto solo, c'est aussi d'offrir des variantes aux marchandises. Or, je regarde la CAQ depuis 2018. Qu'est-ce qu'on a fait? Transport collectif. Là, vous voyez, depuis 2 jours, ils me disent qu'ils vont me reparler du tableau. Toute la journée, hier, je les ai traînés avec moi, ils m'en ont jamais parlé. Là, j'en aurais besoin. J'ai décidé de ne pas les amener parce que je les traîne pour rien. Puis là, j'en ai besoin. Mais finalement, ça ne fait pas le même tableau, j'aurais besoin de l'autre. Mais en tout cas, mon tableau du transport collectif, sans doute que mes collègues l'ont déjà à l'écran comme hier, là, mes investissements en transport collectif, parce que le député de Tachereau est fier que la CAQ mette plus d'argent que les libéraux, puis les libéraux, quand même, traînent mon tableau pour peut-être se rappeler qu'ils auraient dû en mettre plus à leur époque. Non, c'est ça, c'est l'autre tableau que le député de Nelligan avait là, sur une feuille pliée. C'est les investissements en transport collectif. Tu sais, alors, plus que jamais, il y a de l'argent en transport collectif de la CAQ. J'ai mon tableau habituel qui inclut à la fois le CAPEX, l'OPEX. Donc, tu sais, c'est l'ensemble de l'œuvre, tout ce qu'on met dans le... Exactement, mon collègue de Tachereau nous le montre. Fait que là, on voit très, très clairement, même si c'est l'ancienne version en gris, là, bon, c'est ça. Puis j'ai mon autre tableau aussi, PQ, PLQ, CAQ. Mais ça, je ne l'ai pas non plus avec moi, mais de toute façon, j'aurai le temps de le ramener, je pense, à moins qu'on finisse l'étude détaillée cet après-midi, je vais avoir le temps. Alors, donc, plus d'argent que jamais en transport collectif depuis que la CAQ est là. Ça, c'est la première chose pour le tableau, qui est le mix, le mélange des opérations et des immobilisations. Mais si on prend juste même le PQI, donc qui est juste les immobilisations. PQI libéral, 7,2 milliards. PQI de la CAQ, 13,8 milliards. Presque le double. Bon. Alors, juste sur le transport collectif, là, la CAQ se démarque nettement des 2 autres partis qui ont déjà gouverné. Après ça, c'est quoi d'autre, la mobilité durable? C'est des alternatives aussi avec le maritime. Tu sais, à un moment donné, là, il n'y a pas juste le troisième lien dans la vie, là. Le maritime, mais on dirait que ça ne l'intéresse pas. Ça fait 2 ans qu'il est mon porte-parole, il ne m'a jamais posé une question sur le maritime. En tout cas, il ne faut jamais dire jamais, bon. Tu sais, alors, le maritime, il y avait la journée maritime cette semaine. J'ai pas l'impression d'avoir croisé les collègues d'en face, c'était ici à l'Assemblée nationale, mais peut-être qu'ils étaient là, mais pas en même temps que moi. C'est ça, tout à fait. Mais quand moi j'étais là, il n'était pas là, mais il était peut-être là avant moi ou après moi. Président, on ne peut pas souligner l'absence d'une personne, d'un collègue. J'étais là. Non, mais je ne parle pas d'une présence au Parlement, je parle d'une activité. C'est la même chose, c'est le principe, là, franchement. Madame la ministre. On a fini la commission en même temps. Non, s'il vous plaît. On était là, vous avez parlé, j'étais là, quand vous avez parlé, j'ai des photos, ma collègue était là. Mais c'est ça, je dis, peut-être qu'ils étaient là. Bref, on était tous là, donc. Si on était tous là, ils ont entendu que j'ai fait un pré-bilan de notre stratégie Avantage Saint-Laurent. Parce qu'en 2020, on a déposé Avantage Saint-Laurent, notre stratégie maritime, notre plan d'action maritime Avantage Saint-Laurent, avec une enveloppe de 927 millions. C'est beaucoup d'argent, ça. C'est presque 1 milliard de dollars pour le maritime. Parce qu'on y croit. Parce que mes députés, mes collègues savent très bien en face que le maritime génère moins de GES pour un transport de marchandises que du camionnage sur les routes, en plus d'user moins les routes. Alors, presque 1 milliard d'investissements, puis je disais cette semaine, on avait prévu l'enveloppe de 926, et j'ai dit finalement, il y avait tellement de beaux projets, puis on y croit tellement que juste pour la part du gouvernement, je ne parle même pas de la part privée parce qu'on avait des projets en cofinancement avec le privé, juste pour la part du gouvernement, 1,2 milliard. Donc, plus que prévu. 1,2 milliard dans le maritime. Fait que grâce à ça, on est capable d'avoir plus de maritime, donc moins de GS, plus de mobilité durable. Le ferroviaire, Monsieur le Président,
Le ferroviaire, ça non plus, il m'en parle jamais. Je comprends pourquoi. Parce qu'on investit beaucoup plus que les gouvernements précédents. Tu sais, mécanisme que le PQ a financé à l'époque, qui pollue énormément dans l'Est du Québec, là. Bon, il faut toujours bien que les matériaux se rendent. Et nous, on a investi dans ma première année comme ministre des Transports et de la Mobilité durable. Ma première année. J'ai bouclé le financement de nos 2 chemins de fer. Le gouvernement possède 2 chemins de fer, Québec central dans Chaudière-Appalaches, puis chemin de fer de la Gaspésie, évidemment en Gaspésie. En fait, qui part de Matane. Fait que donc, Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Et qu'est-ce que j'ai fait dans ma première année? 870 millions pour le chemin de fer de la Gaspésie. Tu sais, Caplan pour qu'il puisse se rendre jusqu'à Gaspé. D'ailleurs, Port-Daniel doit achever... Port-Daniel-Gascon doit achever, supposé être livré en tout cas dans les prochains mois, puis on va se rendre jusqu'à Gaspé. Alors ça, il y a quelqu'un qui aurait pu faire ça avant nous. Mais nous, on l'a fait. 870 millions. Probablement que les libéraux trouvaient que ça coûtait trop cher, puis c'est pas un coin qui les intéresse particulièrement. Fait qu'ils l'ont pas fait. Chaudière-Appalaches. Québec central, c'est dans Chaudière-Appalaches. Qu'est-ce que j'ai fait? 440 millions pour réhabiliter le chemin de fer pour les marchandises entre Vallée-Jonction puis Thetford Mines. 440 millions. Donc, si on fait une addition rapide, Monsieur le Président, 870 millions plus 440 millions, ça fait 1,3... à peu près 1 point... Non, ça fait quoi? 1 point... C'est ça, à peu près 1,310 milliard ou 320. Donc, 310, oui, c'est ça. Alors, donc, 1,31 milliard de dollars en ferroviaire, 1,2 milliard de dollars en maritime, 13,8 milliards de dollars en transport collectif au PQI et 48 l'année dernière de financement de transport collectif, CAPEX-OPEX, comparé à 30-35 dans le temps des libéraux. Alors, Monsieur le Président, tout ce que je viens de dire là est enregistré. Là, on a le topo complet là, de tout ce qu'on met. Puis là, je ne parle même pas des Vélos 3 et compagnie, ce qu'on met en piste cyclable. Mon plan d'action sécurité routière, il le connaît bien. Là. Nos projets de loi avec les mobilités innovantes. C'est tout ce qu'on fait aussi là, pour développer le reste. Alors, juste avec ce que je viens de dire, Monsieur le Président, là, il n'y a aucune manière mathématique et factuelle dont un des 3 partis en avant pourrait démontrer que la CAQ n'a pas hautement, copieusement, abondamment, généreusement financé la mobilité durable depuis 2018. Et c'est ça. Merci, Madame la ministre. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'amendement déposé par le député Tachereau? Donc, nous allons... Oui, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine, la parole est à vous. Oui, merci, Monsieur le Président. Non, je pensais que mon collègue Denis Ligan allait intervenir pour appuyer cette proposition-là, qui est vraiment extrêmement intéressante parce que, contrairement à ce qu'on discutait hier, qui visait à exclure les projets qui n'étaient pas des projets collectifs, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que la ministre traduise ses paroles dans l'écrit de la loi pour véritablement donner une direction importante vers la mobilité durable qui se traduit par un éloignement de la dépendance au voiturage en solo. Donc, c'est tout simplement une demande d'être extrêmement cohérent et le faire de façon législative, au vu et au su de tout le monde, puisqu'effectivement, on est devant les caméras, pour que l'intention du législateur soit claire, soit formelle. On pourrait même, et il y aura d'autres amendements qui pourront être amenés pour préciser encore, comme on l'a entendu justement de la bouche de nos intervenants lors des consultations particulières, pour être certain que les gestes qui soient posés par ce gouvernement et les gouvernements suivants aillent véritablement dans une perspective de mobilité durable. Le minimum qu'on peut faire, c'est dire à quoi prioritairement les ressources de l'État vont être consenties. À quoi servira l'agence qu'on veut mettre sur pied, l'agence Mobilité Infra Québec? Et là, on ne dit même pas que ce ne seront que des projets de mobilité durable incarnés dans des projets de transport collectif. On dit de prioriser des projets complexes qui vont permettre de réduire cette dépendance au voiturage ou à l'auto solo, qui est un peu le credo là, de tous les gouvernements depuis déjà 2017, certainement, parce que
insister sur le fait qu'on n'a rien inventé là, durant les 3-4 dernières années en matière de transport, de mobilité durable. Ce concept-là existait déjà depuis un bout. Mais là, on a la chance de faire en sorte qu'il soit collé ou interconnecté avec cette nouvelle agence qui est toute nouvellement ou qui sera toute nouvellement créée et qui pourra justement aller chercher cette expertise-là pour s'assurer qu'on travaille dans le bon sens sans éliminer la possibilité de transport routier, mais minimalement que ça s'inscrive dans une perspective de mobilité durable destinée à réduire non seulement la dépendance à l'auto-solo, mais à réduire aussi ce qu'on peut imaginer comme étant la construction de nouvelles autoroutes qui, à terme, avec le phénomène évidemment de l'accroissement de la fréquentation de ces autoroutes-là. C'est quoi déjà le concept? J'oublie la terminologie. La demande induite, bien, que l'on se retrouve à la même situation où tout le monde va dans les mêmes bouchons de circulation et que cette mobilité durable-là, bien, finalement, qu'on ne l'atteigne pas parce que la dépendance à l'auto-solo va se poursuivre. J'ai bien aimé le concept qui a été amené pour fin de discussion par mon collègue député de Tachereau, qui entrevoit que dans le développement de projets complexes, on puisse avoir justement plusieurs modes de transport qui nous permettent justement de voir un gain d'efficacité tant en termes de rapidité de développement, mais également en termes financiers et en termes environnementaux, évidemment. Tout ça va de pair. Et les villes, les nations qui réussissent le mieux, justement, à conjuguer ces différents éléments-là, donc qui sont évidemment consignés dans la politique de mobilité durable et dans ces objectifs inscrits là, pour 2030, puis il faudra bien la renouveler un jour. C'est pas juste de dire, tu sais, sur le plan quantitatif, 70% de la population, 4 modes de transport, mais que ça s'articule dans le quotidien de chacune de nos villes, dans chacun de nos quartiers, pour qu'on puisse voir différentes façons de se déplacer, pour que la ville soit active et vivante et vibrante, mais avec des modes de transport qui soient à la fois sains, donc qui incluent le transport actif, évidemment, qu'on puisse se déplacer à pied, qu'on puisse le faire à vélo également, qu'on puisse le faire avec les moyens de transport collectifs et ultimement, dans le dernier recours, bien, qu'on se tourne vers l'auto, idéalement vers le covoiturage, et que tout ça fasse en sorte que chacun des utilisateurs de chacun des modes de transport y trouve son compte et que la priorisation soit faite sur le développement de projets intégrés, complexes, mais intégrés, qui s'éloignent de la stricte mise en place d'infrastructures ou de projets qui encouragent, encore une fois, l'utilisation de la voiture seule. Ça me semble être le minimum. Ça me semble être le strict minimum de prioriser ce qui est inscrit déjà dans une politique gouvernementale qui est évidemment la référence pour le développement aujourd'hui d'une agence qui veut inscrire dans sa mission, dans une perspective de mobilité durable, mais encore, je pense qu'il est responsable, il est tout à fait logique, également rationnel et de bonne aloi d'apporter certaines précisions qui n'excluent rien, mais qui signifient l'orientation que nous voulons donner à cette agence. Et cette orientation-là, lorsqu'elle évoque la perspective de mobilité durable, je pense qu'il est tout à fait loisible pour les parlementaires ici présents. Et je pense que c'est extrêmement positif pour
la société civile, pour les citoyens pour lesquels on travaille et que nous représentons, de préciser qu'on va prioriser, là, cette fois-ci, là, on ne passera pas par 4 chemins, puis on ne fera pas semblant, puis c'est pas vrai qu'on va ouvrir toutes les perspectives de mobilité durable, puis certains vont interpréter effectivement la construction d'un pont, d'une autoroute, comme étant une infrastructure de mobilité durable parce qu'un autobus va le traverser une fois de temps en temps. Non. La priorisation, c'est véritablement des projets qui contribuent à la réduction de la dépendance au voiturage en solo. On pourrait le qualifier de plusieurs façons aussi. Là. On aurait pu parler de la réduction des gaz à effet de serre. On aurait pu aller chercher plusieurs éléments de la définition, comme on en a parlé tout à l'heure, de tous les principes liés au développement durable. Bon, ce n'est pas nécessaire à ce stade-ci, je pense, de réintroduire l'ensemble des éléments, mais certains, quand même, de nos collaborateurs, des gens qu'on a entendus, le souhaitaient. On pourrait y faire référence, mais là, on dit on n'ira pas là. Je pense que le geste, la contribution ici de mon collègue de Taschereau est intéressante dans la mesure où il dit, bon, allons-y de façon simple, mais de façon précise, ouverte aussi, non contraignante. C'est véritablement un apport ou un ajout, un amendement essentiellement, qui nous permet justement de clarifier, puis je le répète à plusieurs reprises, puis je pense que c'est important de le faire, de préciser quelles sont nos intentions. Quelles sont nos intentions pour une agence qui, dans les années à venir, à un moment donné, pourra vivre des périodes d'évolution. On pourra lui donner des mandats et il faudra revenir à la base. Mais quel était l'objectif de l'agence? Quelle était l'intention du législateur? Et comment est-ce qu'on entrevoyait à l'époque, lors des débats tenus à l'Assemblée nationale? Parce que vous savez, M. le Président, ça arrive souvent lorsqu'on vient interpréter les lois quelques années plus tard, ou même aujourd'hui, lorsqu'on réinterprète des lois, quand on se dit, bien, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas tout à fait de la façon dont on pense que ça devrait fonctionner? Bien, on se pose la question sur l'intention du législateur. Puis on retourne, comme des archéologues, fouiller dans les débats, dans le journal des débats de l'Assemblée nationale, et on veut comprendre quelle était la philosophie derrière le libellé qui a finalement été retenu. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a un citoyen qui m'a contacté pour me dire, écoutez, il y a un projet de loi, c'est dans le domaine de la santé, mais quand même, c'est pour illustrer l'importance de clarifier notre point de vue. Nous dit, écoutez, moi, je ne peux pas concevoir qu'actuellement, je subis les contre-coups d'une décision que vous avez prise et je veux savoir pourquoi votre parti politique s'est inscrit de façon favorable à un amendement qui, aujourd'hui, me pose un certain nombre d'enjeux et de contraintes. Et on a, heureusement, grâce au débat, pu aller retrouver quelle avait été la teneur du débat. Et puis, évidemment, on peut être en désaccord, puis finalement, en bout de ligne, la majorité parlementaire va certainement trancher. Mais notre objectif ici, ou en tout cas notre contribution ici, c'est de faire en sorte d'éviter que ces interprétations-là soient floues ou en tout cas dissonantes dans l'avenir, dans un avenir plus ou moins rapproché. Alors, la proposition qui est faite ici d'amendement me semble être porteuse parce qu'elle dit véritablement ce que et le consigne dans le projet de loi, ce que moi je comprends des propos de la ministre. Alors je ne vois pas pourquoi on se retient de l'inscrire en toutes lettres. Monsieur le Président, merci. Merci, Monsieur le député. S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons procéder à la mise aux voix de vote nominal. Madame la secrétaire. Pour, contre, abstention, M. Grandmont-Tachereau. Pour. Mme Guilbeault-Louis-Hébert. Contre. M. Lemay-Masson. Contre. Mme Tardy-Laviolette-Saint-Maurice. Contre. M. Bernard Rouen-Noranda-Témiscamingue. Contre. Mme Grondin-Argenteuil. Contre. M. Desragines-Léligan. Abstention. M. Arsenault et de la Madeleine. Pour. M. Saint-Louis-Joliette. Abstention. Donc, l'amendement tel que présenté est rejeté. Ce qui nous amène au retour à l'article 4. Oui, Monsieur le député. Monsieur le Président, si vous pouvez nous donner quelques secondes. Nous allons suspendre quelques Merci. moments. Merci.
Alors, la commission va reprendre ses travaux. Lors de la suspension, Monsieur le député de Néligan, vous avez déposé un amendement. Je vous invite à le lire et à en faire l'explication si vous le souhaitez. Si on peut l'afficher, c'est mieux, ça va nous aider. Ah, OK. Bon, voilà. Oui, c'est parce qu'on le voit. Oui. Bon, l'article 1. L'article 4, introduit par l'article 1 du projet de loi, est modifié par l'ajout à la fin du premier alinéa de la phrase suivante. Mobilité Infra-Québec peut, de sa propre initiative, étudier, analyser et proposer un projet complexe de transport au gouvernement. Je l'explique. Bon, moi, je pense, dans l'esprit de la création de Mobilité Infra-Québec, et je comprends la mission principale que le gouvernement, ça on ne le négocie pas parce qu'on l'a compris, le gouvernement peut confier la responsabilité, l'analyse d'opportunités, la planification ou la réalisation de projets complexes de transport à Mobilité Infra. Dans l'esprit que Mme la ministre disait qu'il voulait regrouper les experts en mobilité durable, c'est des experts qu'on doit leur donner aussi l'esprit d'initiative. On ne peut pas juste attendre qu'on leur donne un projet à étudier ou à évaluer ou à proposer. On veut que ces gens qu'on va ramener à l'intérieur et les motiver à venir travailler à l'intérieur de cette agence, qu'ils puissent eux-mêmes initier, étudier, analyser et par la suite proposer au gouvernement. Mais ça revient, en fait, ça revient pas au même que si eux, ils initient, ils étudient, ils analysent des projets complexes, c'est au gouvernement au bout de la ligne qui va dire oui ou non. Donc, si on veut ramener dans un esprit de Top Gun des gens compétents, des gens qui ont d'expertise, je pense que cette façon de dire que dans la mission, le PDG avec ses équipes peuvent initier certains projets, ça leur donnerait, au-delà de la reconnaissance, c'est qu'ils peuvent prendre avoir le sens de l'initiative. Voilà. Merci, Monsieur le député. Y a-t-il des interventions sur l'amendement déposé par le député de Néligan? Monsieur le député de Tachereau. Oui, merci beaucoup. Bien, écoutez, je pense que ça fait écho à ce que quelques personnes avaient identifié comme étant un des éléments qui manquait dans le projet de loi qui créait Mobilité Infra-Québec. La ministre veut regrouper là, une cinquantaine jusqu'à peut-être 400 personnes, là, selon les informations qu'on a eues. On n'a jamais eu de confirmation, mais une certaine quantité de personnes qui deviendraient des experts sur la mobilité. Je vais m'arrêter là. Sur les projets de transport complexes, donc des transports routiers puis des transports collectifs complexes. C'est sûr que si on a une agence, en fait, je vois plusieurs avantages à ça. D'une part, on regroupe des gens qui vont avoir une expertise, qui vont être en relation avec plusieurs personnes sur le terrain, qui vont être à l'affût, qui vont regarder un peu ce qui se passe à l'international aussi, qui vont gagner en expérience, puis en connaissances, puis en compétences au fur et à mesure qu'ils vont réaliser des projets aussi. Donc, ils vont être à même d'avoir des réflexes, en fait, qui vont se développer, une expertise qui va se développer, qui pourrait et qui devrait, je pense, être mise à contribution de la meilleure façon qui soit. Si Mobilité Infra-Québec attend toujours qu'il y ait des mandats qui lui sont confiés par le gouvernement en haut, des mandats à réaliser, bien, ça va être une agence qui potentiellement va toujours être en attente de projets à réaliser. Puis il y a là-dedans, je pense, puis je veux dire, sans rien enlever à mes collègues, mais on n'est pas des experts comme ces gens-là qui vont être à Mobilité Infra-Québec pourront le devenir. Donc, puis on est toujours teinté un peu de notre côté un peu politique aussi. Là. Je veux dire, on a une analyse un peu politique de comment les choses doivent se déployer, quel genre de projets doivent être réalisés au Québec. Donc, d'avoir cette espèce de possibilité qu'on donne à Mobilité Infra-Québec, d'aller recommander des projets au gouvernement, bien, je pense que ça permet finalement d'alimenter la réflexion du gouvernement aussi. Je pense que le gouvernement se priverait d'une connaissance terrain, puis une connaissance de pointe aussi dans la réalisation des projets, si on refusait d'aller dans cette direction-là. Là.
c'est pas de donner les pouvoirs à Mobilité Infra-Québec non plus de réaliser des projets. Là. Je comprends bien que Mobilité Infra-Québec peut, de sa propre initiative, étudier, analyser et proposer un projet complexe de transport au gouvernement. On n'est pas dans la réalisation non plus. Donc, ça ne va pas plus loin que ça. C'est juste que dans la structure Mobilité Infra-Québec, il va y avoir une place pour réfléchir à qu'est-ce qui devrait être fait, en tout cas proposé au gouvernement, mais qu'est-ce qui pourrait venir comme prochain projet à réaliser en fonction des opportunités, en fonction des besoins, en fonction de plein de paramètres qui vont apprendre à utiliser puis à utiliser au mieux, en fait. Puis je pense que ça serait une sage décision d'aller dans le sens de cette proposition-là parce que, en fait, d'ailleurs, ça va été demandé là, par quelques groupes, là, je ne les ai pas en tête, là, mais ça viendrait alimenter donc la réflexion du gouvernement sur l'ensemble des projets qui peuvent et qui doivent être réalisés. Moi, je trouve ça quand même très, très, très intéressant. D'ailleurs, ça me donne à réfléchir. J'ai peut-être... en tout cas, je vais revenir. Ce sera tout pour l'instant. Merci, M. le député. Y a-t-il d'autres interventions? M. le député des Îles-de-la-Madeleine. Excellente proposition de la part de mon collègue Denis Ligan. Je pense qu'on s'approche de quelque chose d'intéressant lorsqu'on veut développer une véritable expertise au Québec. Mais je pense qu'il faut donner de la latitude aux experts, à cette équipe-là, à cette expertise rassemblée au sein d'une agence pour pouvoir effectivement, de sa propre initiative, d'experts indépendants, objectifs, qui regardent la situation telle qu'elle est, de développer donc une analyse qui soit propre à ce groupe-là. Donc, étudier les solutions. Je pense qu'on pourrait même, évidemment, aller plus loin en parlant d'une vision et proposer des projets de transport, des projets complexes au gouvernement. Il me semble que là, ça devient quelque chose de véritablement utile, en quoi on peut, je dirais, faire apporter ou accorder toute notre confiance, parce qu'elle devient libre de toute influence, de toute ingérence, et peut véritablement étudier des situations problématiques de mobilité sans aucune espèce de compte à rendre sur le plan d'intérêt particulier. Et je pense que c'est là tout le mérite qu'une proposition comme celle-là peut avoir, parce qu'en fait, c'est ce que les agences gouvernementales devraient avoir au premier chef comme cadre de définition de mission, c'est-à-dire qu'on nomme ces gestionnaires-là, ces experts-là, pour qu'ils puissent, à l'abri de toute influence, apporter leur point de vue, leur réflexion, leur analyse, leurs solutions. Et après ça, évidemment, on nous dira, et j'entends déjà la ministre nous dire, ouais, mais le gouvernement paye au bout de la ligne pour que ces travaux-là soient faits, pour que l'équipe puisse avoir les moyens de ses ambitions et éventuellement pour que ces projets-là aillent de l'avant. Mais ça va de soi. Le gouvernement demeure le maître d'œuvre de l'exécutif et il doit évidemment, à un moment donné, donner son aval à la mise en œuvre d'un projet. Donc, il doit nécessairement contribuer financièrement à ce qu'un projet qui est soutenu ou développé par une instance comme celle-ci aille de l'avant. Alors, on n'enlève absolument, mais absolument aucun pouvoir décisionnel au gouvernement. Au contraire, on lui offre une panoplie de solutions nouvelles, originales, innovantes, vraisemblablement inspirées des meilleures pratiques à travers la planète, qui peuvent être soumises, qui peuvent lui être soumises par une agence qui a cette capacité-là, mais aussi ce pouvoir-là et, je dirais même davantage, cette responsabilité
d'aller beaucoup plus loin qu'un gouvernement ou qu'une équipe ministérielle peut avoir, parce que ce sont les experts dans le domaine. Donc, l'idée de s'ouvrir à de nouvelles idées, à de nouvelles influences, à des solutions auxquelles on ne penserait pas si on n'est pas un expert dans le domaine, mais c'est exactement ce qu'un amendement comme celui-là permet. Et je pense que dans la même foulée, on peut raccrocher les propos d'un ancien critique en matière de transport qui est aujourd'hui ministre de la cybersécurité et du numérique, qui voyait la mise en place d'une agence comme une espèce d'outil de favoritisme pour un gouvernement donné. Là, on voit qu'avec cet élément-là, toute la notion, justement, qui peut soit associer les travaux d'une agence à des intentions davantage politiques que de service, dans le sens noble du terme, peuvent être évacuées parce que, justement, elle développe de sa propre initiative, de façon indépendante et autonome, une analyse, une étude, un projet qu'elle propose. Alors, cet élément-là lui permet justement d'avoir les coups des franches. Et ça, c'est précieux. C'est précieux pour une agence, évidemment, pour ceux qui y travaillent, parce que là, on se sent libre de toute contrainte. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas accepter des mandats en parallèle du gouvernement. Dans tous les cas, c'est ce que le gouvernement a l'intention de faire. Mais minimalement, on peut avoir cette espèce de pouvoir. Je pense que c'est comme ça qu'on l'a nommé, d'ailleurs, dans les consultations particulières, ce pouvoir d'initiative. Alors, je pense que ça, même dans la recherche du personnel expert appelé à contribuer à donner une expertise à cette agence-là, ça devient un facteur attractif extrêmement intéressant, parce qu'on leur dit, non seulement vous serez à la solde du gouvernement, vous devrez exécuter ces décrets, mettre en œuvre les solutions qu'on vous proposera, mais vous aurez cette latitude pour pouvoir pondre vous-même vos projets, pour les élaborer, les étudier, les analyser, les proposer, sachant qu'évidemment, ces projets-là peuvent aussi être rejetés par un gouvernement quel qu'il soit, pour toutes sortes de raisons. Des raisons de faisabilité technique, des raisons d'arbitrage qu'on doit faire entre différents projets sur le territoire, des raisons financières, bien évidemment, puis à la limite, des raisons politiques qui appartiennent à un gouvernement. Mais au moins, si tout ça s'est fait dans la plus grande transparence, à ce moment-là, bien, l'agence rend des comptes au gouvernement. Et moi, je souhaiterais que si cet amendement-là est adopté, qu'elle se fasse non seulement de façon indépendante et autonome, mais qu'elle se fasse de façon transparente. C'est pas indiqué ces recommandations-là, cette proposition que l'agence pourrait faire au ministère des Transports ou au gouvernement, que ce soit fait dans la plus grande transparence. À ce moment-là, les citoyens pourraient être confiants que cette agence-là travaille pour eux, dans la mesure où les mécanismes sont mis en place pour que son travail fasse l'objet d'une imputabilité, d'une reddition de comptes, que ce soit fait à visage découvert, et de la même façon, le gouvernement qui en prend acte, prend en compte les recommandations, les propositions, dispose de ces suggestions-là et le fait de façon publique et de façon transparente. Et à ce moment-là, mais je pense qu'on a un élément qui est extrêmement, extrêmement porteur pour pouvoir dire que cette agence-là travaille véritablement dans l'intérêt collectif, dans l'intérêt supérieur de l'État du Québec et des Québécois, payeurs de taxes, contribuables, qui ne savent pas à l'heure actuelle combien coûtera cette nouvelle structure, mais au moins, s'ils peuvent savoir qu'elle sera à la fois indépendante, autonome, avec un pouvoir d'initiative pour permettre de trouver les meilleures solutions sur le plan technique, sur le plan financier, on y compte bien aussi,
sur le plan environnemental, sur le plan de la mobilité, de la fluidité des transports. Alors, tout ça devient, tout d'un coup, là, beaucoup plus porteur, beaucoup plus structurant, beaucoup plus intéressant. Monsieur le Président, c'est ce que j'avais à dire là, sur la proposition de mon collègue député de Néligan. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y aura d'autres interventions? Monsieur le député de Néligan. Bien, j'aimerais bien savoir l'ouverture de Madame la ministre, et moi, ça ne me dérange pas de parler en toute collégialité sur ce que je viens de proposer. Moi, je pense que ça va remplir aussi l'objectif de Madame la ministre de motiver les gens qu'on va recruter, surtout la nouvelle PDG, ses équipes, de leur donner un esprit d'initiative. Donc, moi, je veux savoir le degré d'ouverture de Madame la ministre par rapport à cet amendement. S'il voit qu'il n'est pas bien libellé, il n'est pas à la bonne place, je suis très, très, très ouvert, comme ce qu'on a fait hier, là, à en parler et à trouver une solution. Mais je veux discuter sur le fond, l'idée de l'initiative de ces gens qu'on veut ramener et ces experts à Mobilité Infra-Québec. Madame la ministre. Oui, bien, la façon dont les choses ont été conçues dans le projet de loi pour... en fait, la façon dont le fonctionnement de Mobilité Infra-Québec a été conçu, c'est précisément pour rejoindre l'objectif d'une partie de ce que décrivait le député des Îles-de-la-Madeleine dans une partie de sa dernière intervention, à savoir que le gouvernement doit garder un certain contrôle des priorités, des investissements, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est le gouvernement qui va confier des décrets, des projets, c'est-à-dire via décret à Mobilité Infra-Québec, dans lesquels les investissements vont être prévus, la gestion des investissements, les partenariats financiers, etc. Dans une précédente intervention, je parlais aussi de la recherche d'une diversité de partenaires aussi élevée que possible. L'argent étant rare, puis il y a des manières maintenant aussi, puis on parlera plus tard de développement immobilier, mais donc, il y a des manières de financer les projets. Tout ça pour dire que c'est important que, étant donné justement les sommes importantes qui sont en jeu, puis aussi la nécessité de s'assurer de prioriser les projets en fonction des besoins, en fonction justement des priorités des gouvernements. Je le disais hier ou avant-hier, les gouvernements sont quand même élus pour gouverner. Donc, mais c'est sûr que ça empêche... Bon, je ne retiendrai pas la proposition de l'amendement, mais ça n'empêche pas qu'évidemment, le futur ou la future PDG de Mobilité Infra-Québec pourra avoir, aura certainement des discussions avec le ministre, puis avec l'entourage. Puis, tu sais, il peut y avoir des discussions informelles sur certaines idées ou certaines impressions sur diverses choses. Mais quand on parle d'analyser, d'étudier, on devient un peu à la limite de la planification. La planification, c'est déjà prévu dans l'article 4. Et ce sont des mandats en bonne et due forme. Puis, rapidement, on tombe dans des notions, là, étudier, analyser, planifier, qui encourent des coûts. Donc, tu sais, à partir du moment où on expose le gouvernement à des coûts ou qu'on s'expose à des coûts, à de l'argent, des montants d'argent nécessaires, je pense que c'est important que ce soit le gouvernement qui donne le mandat puis qu'on s'assure que ces sommes-là soient disponibles et qu'on souhaite investir ces sommes-là dans ce mandat-là précis et non pas engager des sommes dans divers projets ou diverses idées au quotidien qui n'auraient pas été avalisés par le gouvernement, parce qu'ultimement, c'est le gouvernement et donc les fonds publics qui sont engagés. Donc, je pense que c'est important que ce soit contrôlé par le gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je ne partage pas la conclusion de Madame la ministre. Premièrement, pour plusieurs aspects. L'article 4 et l'article 5 de la loi ne leur permettent pas cette ouverture. Ils ne peuvent pas... les experts qu'on va recruter, s'ils vont juste attendre un appel du ministre du Transport pour faire tel ou tel projet, à mon avis, ça va même à l'encontre de l'esprit de l'innovation d'une agence. Écoutez, Madame la Présidente, j'ai eu dans une ancienne vie à explorer le cheminement des innovations dans le secteur médical, et laissez-moi vous dire, là, c'est naviguer dans une vraie labyrinthe. C'est une agence, une agence de transport qui, c'est dans le texte fondateur de la loi,
on ne leur donne pas la possibilité d'innover et de prendre des initiatives, le PDG va se conformer et va suivre la loi qui crée son poste. Et c'est contraire même à l'idée d'avoir une certaine autonomie à l'intérieur de l'agence. On n'est pas en train de dire qu'ils doivent se lancer à droite et à gauche dans des projets qui vont pousser le gouvernement à payer le prix. Non, on le dit dans l'amendement. L'amendement, il est très bien rédigé. Un projet complexe de transport au gouvernement. Ils proposent, mais ils peuvent prendre l'initiative. Si on ne leur donne pas ce pouvoir d'initiative, ben c'est des fonctionnaires du ministère du Transport qu'on a déplacés à l'agence. Si on veut que cette agence puisse jouer son rôle réellement dans la mobilité durable et dans les projets complexes, ils peuvent initier d'eux-mêmes des projets. Je ne dis pas aller dépenser de l'argent, parce qu'au bout de la ligne, c'est le gouvernement qui est dans l'autorisation. Mais là, on parle d'étudier, d'analyser, de proposer. Sinon, si on n'a pas des projets, ils vont quoi? Se tourner les pouces? Et c'est là, moi, je compare les gens qui travaillent au ministère des Transports versus une agence indépendante. On veut que cette agence recrute les meilleurs, regroupe les experts, mais si tu ramènes les meilleurs autour de la table, tu recrutes les experts, tu ne vas pas juste leur dire « attendez que je vous donne une commande ». Un expert ne va pas travailler dans un environnement pareil. Un expert veut avoir une certaine autonomie professionnelle. Pourquoi? Il est expert dans la matière. Moi, entouré d'experts, je vais les écouter. Proposez-moi, ramenez-moi. Ramenez-moi vos projets, ramenez-moi vos idées. Au bout de la ligne, et c'est très clair, regardez qu'est-ce que j'ai fait à la fin. C'est quoi notre proposition? Au gouvernement. Parce que nous sommes tous conscients de l'enjeu du financement. Je peux avoir 10 bonnes idées, mais chacune coûte 10 ou 20 ou 50 milliards. On n'a pas les moyens pour se permettre tous ces projets. Par contre, c'est un jour, Monsieur le Président, ça va donner le goût à ces experts. S'ils veulent venir travailler à l'agence, moi là, je vais aller travailler à l'agence parce qu'on me donne cette liberté d'innover, de crier, de proposer, d'analyser. Et par la suite, le gouvernement en disposera. C'est le gouvernement au bout de la ligne qui va dire, le ou la ministre du Transport, merci pour votre idée, j'aime, mais on n'a pas les moyens. Et moi, en fait, Monsieur le Président, je ne comprends pas pourquoi la ministre ne montre pas une certaine ouverture. La ministre elle-même dit que souhaite une expertise spécialisée. Au fait, au bout de la ligne, elle n'a pas utilisé la logique Top Gun, mais je peux faire juste le parallèle avec le ministre de la Santé. Tu ramènes des personnes experts. Moi, je ne connais aucun expert que je vais ramener et je vais lui mettre des menottes. C'est des menottes en or. C'est qu'il travaille dans une agence, mais il n'a pas toute la liberté de faire ou de prendre une initiative. On le ramène, on le paye cher, on le sort de l'appareil gouvernemental et on lui dit tu vas suivre ce qu'on va te demander de faire. Mais il est où l'esprit d'initiative? L'autonomie, cheminement de l'innovation. Juste sur ça, je peux faire des heures et des heures, Monsieur le Président. Peu importe le cheminement de l'innovation, il n'y a aucun expert que tu vas ramener ou tu vas lui mettre des menottes en attendant que la commande vienne du gouvernement. Il va se poser la question, suis-je au ministère des Transports ou suis-je dans une agence indépendante où je dois prévaloir mon expertise? C'est là le débat, Monsieur le Président. Donc, moi, je vous le dis, j'espère que si Madame la ministre veut prendre plus de temps pour en jaser, je n'ai aucun problème. Tel que écrit, si l'agence n'a pas de mandat, je pense que les professionnels vont se tourner les pouces et on va perdre cette expertise. Ils vont quitter. Ces gens veulent innover. J'en suis sûr et certain, c'est ça leur volonté. S'ils acceptent de venir à l'agence, c'est parce qu'ils ont vu que, waouh, dans la mission, oui, le gouvernement peut me donner des projets, mais moi, je peux initier avec mes équipes, que ce soit le PDG, et aussi même, c'est un élément de motivation. Le PDG, demain, quand il va recruter ses vice-présidents, il va leur parler, il va leur donner, écoutez, vous pouvez initier et non pas juste attendre, écoutez, le gouvernement décide d'aller de l'avant avec le PSE, plan structurant de l'Est, ou avec un tramway quelque part, ou avec un troisième lien, ou avec un autre projet. Je ne pense pas, Monsieur le Président, qu'on change quoi que ce soit avec ce qu'on a présentement. En fait, ce qu'on a présentement, on a le ministre
on a la ministre, on a des sous-ministres, on a des directions et ça descend. Politique gouvernementale, ça descend par la suite pour l'exécution au niveau des ministères. Ça a donné ce qu'on a aujourd'hui devant nous. Beaucoup de projets sclérosés qui n'avancent pas, mais c'est le contraire de l'essence même de ce qu'on veut et ce que Mme la ministre veut réaliser. Donc moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça a évolué depuis la dernière intervention. Et je sais que Mme la ministre peut faire beaucoup de choses en parallèle. J'en suis sûr et certainement m'a écouté. Mais moi, je vois mal comment on peut être contre développer l'esprit d'initiative, Mme la ministre. Vous êtes une femme très ouverte et vous voulez que les gens puissent travailler d'eux-mêmes. Ça, c'est bon qu'ils vous ramènent des choses sur la table et que vous puissiez choisir. Ça ne veut pas dire que ça engage des sommes. PDG, avec ses équipes, il va les motiver. Prenez des initiatives. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y aura d'autres interventions sur l'amendement déposé? Monsieur le député, la parole est à vous. Député Tachereau. Merci. Moi, je trouve que les arguments de mon collègue sont très, très bons, puis ça nous a donné à réfléchir, ce qui fait qu'on va proposer un sous-amendement sur cet amendement-là. Donc, on peut l'envoyer... Okay. On va l'envoyer là. Donc, on peut suspendre quelques instants pour envoyer notre sous-amendement. Alors, nous allons suspendre le temps de recevoir le sous-amendement de l'amendement. Merci. Alors, compte tenu de l'heure, je vous remercie pour votre collaboration. La Commission ajourne ses travaux sine die. Merci.